dire, quand tu commences à faire des recherches, tu te rends compte que tu es en train de faire un truc qui ne correspond pas à tes valeurs. Tu me vois venir, le trading c'est haram? Le trading, à proprement parler, est haram. Ça, c'est Wally Mogalia, compte trader originaire de La Réunion, passé par la Société Générale à Paris, puis Goldman Sachs à Londres, la banque d'affaires la plus puissante et la plus prestigieuse du monde, là où les meilleurs profils du globe se battent pour un siège. Wally a excellé dans cet environnement d'élite que peu de personnes ont la chance de connaître. T'es quand même entouré de gens extrêmement brillants, A-player autour de toi, t'as juste envie de pas être un B-player. T'as peut-être un mec chaud à côté de toi, mais là à 3 pas, t'as un mec encore plus chaud. Machine de guerre. T'as que des machines de guerre. Dans cet épisode, Wally nous ouvre la vraie porte du trading, celui que personne ne raconte. Et dans ce podcast, on parlera de comment devenir un trader pro. C'est quoi les études pour faire trader? Comment on fait pour être un retail trader qui fait du PNL sur les marchés? C'est pas possible. Les coulisses du trading institutionnel. Tout le système financier qui allait tomber. Et c'est là où la finance est devenue beaucoup moins sexy. On rigole plus. Tu verras en salle des marchés, tous les traders ont des blocs sur la réglementation, la régulation. Mais Wally, ce n'est pas juste un trader. C'est un jeune entrepreneur qui a choisi de rester fidèle à ses valeurs. Notre religion, en tout cas, ne le permet pas parce que on est en train d'acheter et vendre quelque chose qu'on n'a pas. Là, tu dis, écoute, Goldman Sachs, c'est fini, je me casse, et tu décides de partir. Exactement. Alors aujourd'hui, il nous plonge dans l'univers des banques d'investissement et les réalités que personne ne vous raconte. C'est possible d'acheter un algorithme de trading qui fonctionne. Grand sujet. Ça te parle le SMC, ICT? C'est des choses qui te parlent? Tu veux bien nous dire combien tu gagnais quand tu étais... Ah bah oui, quand tu étais à la Société Générale et chez Goldman Sachs. Comment le prix se déplace en fait en vrai? Concrètement, tu as mis 3 milliards, tu as appuyé, donc le futur c'est faire des algorithmes. C'est même pas le futur, c'est le présent. Enfin, je lui ai posé la question que tout retail veut savoir. Toi qui viens de l'univers de la finance pure et dure, c'est quoi le plus gros mensonge qu'on raconte dans les formations de trading et sur les vidéos YouTube? La première et la plus importante que les... Bonjour tout le monde, bienvenue sur Money Talk. Aujourd'hui, un épisode spécial. Vous savez, je vous le dis depuis le début, il faut soutenir le soldat tonton. Et là, c'est la preuve que ça fonctionne. Aujourd'hui, je vous ai ramené quelqu'un qui a ce que nous, on recherche. Un salaire à 6 chiffres, un vrai pas dans la finance mondiale. Et en plus de ça, c'est un ex-trader d'une grande banque américaine. On peut la citer? Goldman Sachs, en plus de ça. Et j'ai pris l'avion, 11 000 km, uniquement pour vous faire du contenu de qualité. Wally, bonjour. Salut Chris. Comment tu vas? Comment il est plutôt, on dit. Comment il est? Ça commence comme ça tout de suite. Comment il est? Ça me rappelle quand je suis arrivé ici à l'aéroport, on m'a dit la cascade, il déboule. Voilà. C'est comme ça qu'on parle ici. C'est exactement ça. Hein? Bienvenue dans le podcast pays, on va dire. Podcast pays, c'est comme ça, c'est la totale. En tout cas, merci pour avoir accepté cette invitation. Mais d'abord, d'où tu viens quand même, humainement, ton parcours scolaire, comment tu as commencé? Très très rapidement, un peu pour mon histoire, très rapidement, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, petit, rêvait de beaucoup de choses, de voir d'autres choses, qui a grandi, je dirais, majoritairement dans un milieu relativement modeste, mais qui rêvait de grand. Et je voyais des choses passer un peu dans l'actualité, des marchés financiers, des traders qui manipulent les cours. Et à l'âge de 15-16 ans, j'ai ouvert un peu mon premier petit compte de trading avec un objectif. On est en quelle année là? On est en 2013. En 2013. 2013. Avec un objectif, être trader dans les salles de marché. Et depuis, ça a été un parcours, études, quasiment 6-7 années d'études, stage, expérience en salle des marchés, expérience en salle française des marchés, en banque américaine, et au sommet, je dirais un tout petit peu pour reprendre tes termes, du Graal. Je suis revenu sur Terre, sur mes valeurs et sur qui je suis. Sur qui je suis, je suis avant tout un Réunionnais et de confession musulmane. Deux choses qui ont de l'importance sur mon parcours parce que depuis 2022, j'ai totalement fait un revers. Alors ça, on va en reparler un peu plus tard. On va reparler un peu plus tard. Tu as parlé tout à l'heure de faire des études, parce que je sais que ce podcast va faire des vocations, d'ailleurs. Il y a peut-être un futur Wally ou un futur Chris Dienda qui a peut-être 12 ou 13 ans qui va tomber sur ce podcast. C'est quoi les études pour faire trader? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, il y a des voies recommandées et il y a ce qui était auparavant, ce qui en est aujourd'hui et comment ça évolue. Ce qui était auparavant, tu avais quand même beaucoup plus de flexibilité. Dépendamment de la banque auquel tu vas viser, une banque américaine comme une banque française, en fait, tu n'as pas forcément typiquement besoin de faire les mêmes études. Je vais te faire simple. Dans les banques américaines, tu as des gens qui sont diplômés en art, en histoire de l'art. D'accord. En histoire de l'art, pourtant, qui travaillent. Je vais répondre à cette question parce que la majorité, c'est quand même des Français. Le parcours classique... Enfin quoi, maths sup, maths spé?
Exactement. D'accord. C'est très, très Parcours français, en fait, classique, ça. Oui. parcours classique, Matsu Matsup, école d'ingénieurs de renom, les top 5, Polytechnique, Centrale, Mines. D'ailleurs, on en a un sur les réseaux qui s'amuse bien avec ça. Pierre Chartier, X2007. Ah, il est très marrant, lui. Ouais, voilà. Il montre bien et est très fier d'avoir fait C'est son école. Ouais. Ouais, l'archétype du Ouais. polytechnicien. Ouais. Il le fait très bien, stéréotypé, mais c'est exactement ça. C'est cliché, Ouais. c'est tiré par les cheveux, mais c'est un peu ça. Donc le chemin classique, classe prépa, école de renom, que ce soit en école de commerce ou que ce soit en école d'ingénieur. École d'ingénieur, et ensuite c'est stage, summer, pour faire un premier pas. C'est la voie globalement un tout petit peu royale pour y arriver. Si on n'est Ouais. pas matheux, du coup, on se bascule vers quoi? Vers du back-office? Faire quoi? Du back-office? Faire de la clientèle, du coup? Ouais, j'ai rigolé, parce que back-office, c'est vraiment, on est vraiment sur, sans aucun jugement de valeur, mais on est vraiment sur des choses, comment dire, il n'y a pas besoin d'études de finance ou autre, etc. D'accord. pour y arriver. Alors aujourd'hui, c'est, et surtout à l'ère de l'évolution numérique, l'évolution actuelle qu'on vit, il n'y a pas moyen que quelqu'un qui vit en salle des marchés ne sache pas à minima coder, par exemple. D'accord. Ah, Il n'y a pas moyen, il y a un minima. Même les personnes de profil d'école de commerce qui intègrent aujourd'hui les salles de marché, il y a ces formations internes justement pour intégrer. Surtout à l'ère d'aujourd'hui, on pourra en parler, surtout à l'ère du digital d'aujourd'hui. il faut savoir coder aujourd'hui, donc avoir un intérêt pour le code, pour devenir trader. Ça paraît un peu bizarre comme ça, parce Ouais. que un trader, vulgairement, c'est un PNL maker. C'est ce que tu faisais dans la banque? Ouais, alors je t'en parlerai. J'ai à la fois joué un rôle de quant. Ouais. Quant, ça te parle un petit peu? Pour moi, oui, mais pour les gens, Ok. en tout cas, qui nous suivent, c'est quoi un quant? Alors, en quant, pour faire très simple, c'est un grand terme aussi qui veut dire plusieurs choses, mais pour faire très simple, c'est le matheux de la finance. Ok. C'est lui qui va travailler sur le pricing des produits financiers qu'on va traiter. Et- Qu'est-ce que tu appelles le pricing? Euh, Rapidement. Je sais. Price. Alors, je préfère vous dire, il va y avoir des termes techniques ici, mais je vais essayer à chaque fois de ne pas vous oublier. Ouais, le pricing, c'est tout simplement déterminer un bon prix. Je prends par exemple cette bouteille d'eau, c'est quoi son bon prix? Donc il y a des modèles mathématiques pour justement bien définir quel serait le prix de cette bouteille d'eau. Et aussi, un quant, c'est assez divers, mais globalement, c'est répondre à des besoins techniques que le front office en a besoin. Un quant, c'est aussi travailler sur des stratégies systématiques, pour faire très simple, des algo trading globalement, pour Ouais. faire très simple. On va en Donc, parler, ça aussi. Ouais, donc j'ai été quant et j'ai été aussi effectivement trader pur en salle de Trader pur, donc ce qu'on en a salle des le marchés. frappeur de marché en salle des Exactement. marchés. Rapidement, est-ce que tu peux nous faire un peu le descriptif des panels de métiers dans le domaine de la finance ou dans le domaine du trading, on va dire? Bien Parce sûr. que on parle de front office, de back office. Il y a des techniciens, les analystes, les économistes. C'est quoi une équipe de trading dans Ouais, le vrai bien sûr. domaine de la finance? Bien sûr. Pareil, il n'y a jamais un modèle. C'est tout le temps assez varié avec des choses un peu communes. Tu as quand même le back-office. Back-office, ça porte son nom, c'est le back-office de toute entreprise. Toute entreprise vont s'occuper de la paperasse globalement, je résume. La conformité aussi? Exactement. Alors c'est plutôt, on va toucher un peu aussi sur le middle office. Le middle office, ça porte son nom, c'est entre le front et le back. Sont eux qui vont supporter un peu le front via, ça peut être des logiciels, via toute la, par exemple, on a pu traiter sur des positions, que ce soit bien enregistré sur les bonnes bases de données, etc. Enfin, ça peut être vraiment des tâches assez annexes. Ça peut être sur des nouveaux outils qui vont nous servir. Et puis, tu as le front office, les fameux PNL makers, façon de parler, du moins le front office, parce que ça porte son nom. On est sur le front, entre guillemets, de la salle des marchés. Dans le front office, plusieurs types d'équipes. Je dirais que tu as les quants, qu'on vient de parler, tu as les structureurs, ceux qui élaborent les produits. Tu as les sales, ceux qui vont vendre globalement un tout petit peu ces produits. Globalement, tu as l'équipe de trading qui vont gérer les risques et prendre des positions. Qui gagne le plus d'argent là parmi les équipes que tu as citées? Celui qui rapporte le plus à l'équipe. C'est valable vraiment dans toute Donc ça peut être le équipe. sales parce qu'il arrive à en vendre beaucoup. Exactement. Mais alors ça va, encore une fois, ça va dépendre, mais comme tout, je dirais, toute entreprise, celui qui rapporte le plus à l'entreprise, naturellement, est celui qui va être le mieux rémunéré. Règle générale, trader et sales. Mais tu peux avoir des sales qui sont un peu mieux payés que sur les traders. C'est un peu moins commun. Si on devait faire une hiérarchie, c'est plutôt les traders, puis ce sont les sales. Ça gagne combien un trader en banque? Ah, direct les questions. Ah bah direct, parce que on est là pour ça. Ça gagne combien un trader en banque? Ouais, alors toutes mes questions que tu me poses, à chaque fois, tu vois que c'est relatif. Ouais, c'est relatif. À tel scénario, Ouais. relatif. Je te prends par exemple cette équipe que je viens de te détailler.
c'est valable dans des banques d'investissement. Ouais. Les fonds d'investissement, c'est autre chose encore. Des banques Aujourd'hui, d'investissement, toujours si tu peux me citer des noms, toujours Ouais, 3 bien noms sûr. pour éviter de faire des pubs. les banques françaises, tu as SocGen, BNP, les plus connus Ok, probablement. d'accord, ça c'est différent des fonds d'investissement comme Comme BlackRock, Vanguard. ou comme, je te dis un nom que on ne parle pas forcément de Renaissance. D'accord. De Renaissance, qui est un fonds qui carbure. C'est aujourd'hui le fonds qui carbure le plus avec en moyenne rentabilité de 40%. C'est le numéro 1. Et 40% en moyenne, c'est depuis pas 10 ans, mais 20 30 ans, ouais. Ok, d'accord. Et du coup Donc, tu as les fonds d'investissement qui ont leur manière aussi de fonctionner. Tu as la banque d'investissement. Et pourquoi en fait je te parle de ça? Je te prends par exemple un fonds comme il s'appelle Citadel. Ça te parle? ça me parle. Pareil, typiquement, pour toi, dans la cross, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Il y a pareil, Citadel Security, Citadel, bref. Pour toi, qui gagne le plus dans cette institution? Tu as une idée? Pour moi, c'est le patron qui gagne le plus. Après les patrons. Ouais. Après le patron. Non, après le patron, attention, c'est les managers, je dirais, le manager Alors, d'équipe. Petite précision, à Goldman, c'est pas le patron qui gagne le plus. Ouais, d'accord. Vous Mais ça, savez. c'est une banque. C'est une banque. Alors, Voilà, Citadel- c'est pour ça que quand tu as des fonds d'investissement, c'est pour ça que j'ai fait la nuance. Ouais, mais ça dépend. Tu as quand même des fonds d'investissement où tu vas avoir à l'intérieur plutôt les employés qui vont gagner plus que le CEO. D'accord. Ça arrive. Ok. Et c'est des PNL makers ou c'est des vendeurs? Encore une fois, c'est celui qui C'est rapporte celui le qui plus. rapporte le plus d'argent. Celui qui rapporte le plus, c'est pas forcément les traders chez tes Citadel, c'est plutôt les comptes. C'est plutôt les comptes. Les comptes traders, on appelle ça. Ok, les comptes. Les algos de traders. Enfin, Ouais. bref, Bah, c'est un peu comme l'autre, là, là. le gars de. Comment il s'appelle? Le gars de FTX. J'ai oublié son nom. À la base, lui, c'était un compte. Ouais. Il était dans un. Enfoiré. Il a fait mal à tout le monde. Et lui, c'était un compte de base. Et puis après, il a créé sa propre structure. Exactement. Et c'était, je crois, une société de trading algorithmique ou un truc comme ça. Exactement. où il Exactement. Alors maintenant, j'ai un peu de mal à. J'aimais bien ce mec parce qu'il faisait du bénévolat ou autre, mais tout ça, c'était Ouais. que du marketing et c'était pas sincère, malheureusement. Maintenant, à vérifier, mais en tout cas, de ce qui était dit, c'était effectivement ça. C'était du trading algo qui le faisait, qui lui a permis justement de devenir quasiment milliardaire grâce à ça. Mais ouais, c'est ça, être quant trader, c'est ça, être trader algo. Et c'est pour ça, en fait, faire écho à ta question. C'est pour ça que toute personne qui rêve de travailler en salle des marchés, il y a toutes ces notions techniques qui est maintenant obligatoire. Obligatoire. Il n'y a même pas à imaginer un scénario, ça ne l'est pas. Si on n'est pas bon en code, si on n'est pas bon en mathématiques, il faut laisser. Pour le trading institutionnel, je ne parle pas du trading de retail. Où nous aussi, on devrait aussi être bon en calcul. Oui. Alors, pourquoi en tant que trader, ça l'est? Parce que la capacité à calculer très vite, c'est aussi la capacité à prendre des positions très vite. Et calculer, en retail, on pourra échanger la différence. En retail, tu as quand même, j'imagine en tout cas, il y a quand même pas mal d'informations que tu as à l'instant T. Et c'est avec ces informations que tu dois réfléchir vite. Quelqu'un qui est capable de faire des calculs mathématiques assez rapidement, des calculs mentaux assez rapidement, il y a quand même une notion de réflexion rapide à l'intérieur. Et à l'intérieur, ça cogite et ça va très vite. Et c'est pour ça que la plupart des traders sont très bons en calculs mentaux. Je peux te le tester là. 27 x 32, c'est des questions d'entretien, ça. Pierre Chartier. Ah non, là, je ne l'ai pas du tout. Là, avec la chaleur 27 x 32, après, j'aurais fait les techniques que je fais habituellement parce que j'ai voulu être pilote, tu vois. Mais non, mais attends, on va y aller. Tu vois, 27 x 32, j'aurais fait 27 x 30. Puis avec. J'ai jamais été bon en calcul mental. Donc moi, j'aurais fait comme ça. J'aurais fait 27 x 30. Et après, j'aurais fait 27 x 10 x 30. Comment tu fais, toi, 27 x 30? Non, on y va. Comment tu fais 27 x 32 rapide? En fait, on revient aux questions de lycée fondamentaux, tu sais. Ouais. 27 x 32, c'est 27 plus. C'est 27. Alors, je me suis gouré la question. La question, c'est 27 x 33. Excuse-moi. Ok. 27 x 33, 27 plus 3 multiplié par 33 moins 3. Ok. Ça fait une identité remarquable. Ouais. Ça fait 30 au carré moins 1 au carré. Tu trouves comme ça. Ah ouais. Et désolé, c'est ma faute. Du coup, c'était 27. Non, c'est bien, c'est bien. Tu as fait quoi comme banque, en fait? Par où tu as commencé quand tu es sorti? Tu es de quelle école déjà? On n'a même pas dit. Oui, bien sûr. Tu es de quelle école? Alors, j'ai fait 2 écoles du coup. L'initiale pour moi, et je considère que c'est mon école principale, c'est ESILV, E-S-I-L-V, École supérieure Léonard de Vinci, qui était à la Défense, je me semble qu'ils ont migré. Et j'ai aussi fait Paris-Dauphine. Ok. Paris-Dauphine, c'est les 2 écoles majoritaires que j'ai fait. Ouais. D'accord. Et donc tu termines, tu sors diplômé avec mention. Ouais. Alors, je pense qu'arrivé à un certain stade, on s'en fout un peu de la mention. C'est plutôt qui va choper le meilleur stage. Ok. Donc du coup, là, on est en quelle année? On est en 2015 à peu près? 16? On est. Alors, ma première expérience, c'était 2019.
2019. Et du coup, ton parcours, tu passes par quoi? Tu rentres directement dans une banque. Ouais. Ce que je vais appeler banque, c'est banque commerciale, banque de monsieur tout le monde. Je vais le simplifier comme ça. Ouais. Ça, toi, tu appelles ça banque? Ouais, il y a. Comment en tu gros, différencies? En gros, il y a Allons. banque avec rang B, Ouais. où tu as banque d'investissement, Ouais. où tu vas retrouver la salle des marchés et tu vas retrouver la banque d'affaires aussi. Ouais. Certains mélangent banque d'affaires et banque d'investissement. Puis tu as effectivement la banque de retail, deux choses différentes, mais Ouais. avec la Mais même des fois, structure. c'est la même structure qui porte le même nom et puis elle a les 3 départements, comme tu viens de dire. Ces institutions sont tous liées, raison pour laquelle, justement, quand il se passe quelque chose de mauvais dans une des banques, ça impacte l'autre. Ouais. Quand il se passe des choses très basses, très mauvaises sur la banque institutionnelle, donc nous concernant, ça peut impacter vous. Enfin, ça peut nous impacter, monsieur et madame tout le monde, via la banque de retail. Et ça explique justement, on en parlera, pourquoi aujourd'hui, depuis Pourquoi 2010... toi, t'es sorti de tout ça? Alors, pas ça. Pourquoi le prop trading, notamment en banque, a été interdit, tout simplement. Ok. Donc, tu rentres chez qui après? Premier stage, c'était un stage au Luxembourg. Ok. J'ai travaillé ce qu'on appelle, alors, beaucoup de termes malheureusement, alors j'ai travaillé dans un fonds de distribution. En Ok. gros, on aide les fonds d'investissement à se distribuer Ok. dans tel et tel pays ou autre. Donc, c'est un peu, Ok. un peu particulier, mais par contre, ça donne une visibilité sur tous les fonds. C'est super, super enrichissant. Juste après, j'ai fait un stage à la Société Générale, Ok. auquel j'ai été pris justement pour travailler en tant que trader. Et après, j'ai eu l'expérience justement de Goldman qui s'est enchaîné. D'accord. Et donc, à l'ASG, tu étais trader? Ouais, exactement. À la Tour Basalt? Ouais, exactement. Ok. Plus grande salle des marchés Dans d'Europe. ça des marchés. D'accord. Est-ce que tu as entendu des trucs intéressants là-bas? Sans citer de nom, bien entendu, mais est-ce que tu as Ouais. vu certaines choses ou tu as des anecdotes assez Ouais. rigolotes? Ouais. Alors, les anecdotes marrantes, je vais être totalement transparent. Je pense que la communauté doit être au courant, pardon. C'était vraiment avant 2008. C'était le Ouais. Far West. Ça, c'était le Far West. C'était le Far West. Avec ce qui est Et arrivé, du coup, qu'on sait très bien. effectivement, j'ai vu des anecdotes, mais les anecdotes que j'entendais des collègues qui connaissaient les anciens collègues justement de l'époque, ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Il y T'en en as une là, comme ça, rapidement? Il y a des choses un peu moins bien, il y a des choses bien. Je vais te parler, on va commencer un peu sur le côté un peu moins bien. J'ai un de mes collègues qui, vieux trader depuis les années 80, il était vraiment vieux depuis des années 80 et très sympa. Je passe le coucou ici, ces petites vidéos, qui m'a appris, qui m'a développé, qui m'a vraiment aidé, un de mes mentors. Et si tu veux, il a connu 2001, le 11 septembre. Ouais. Et c'était assez triste cette histoire, puisqu'il était au téléphone avec des collègues qui étaient dans la tour Ok. au Au moment. moment où ça tape. Exactement. Et ça a été. Incroyable. Il était au téléphone et d'un Et coup, il ça. n'y a plus rien. Et du coup, il n'a pas su avoir son pricing de l'autre côté. Enfin, Ouais, c'est une anecdote un peu triste, façon de parler, mais c'est une anecdote un peu triste. Après, tu as tous les clichés de l'époque. Encore une fois, c'est l'époque. À l'époque, être trader, et je pense que c'est pour ça que ça a attiré pas mal de monde, tu gagnais très rapidement, très très bien ta vie. on parle de quoi, là? À l'époque, je parle Ouais. à l'époque, tu as 22, 23 ans, tu viens d'être diplômé. Par contre, tu as déjà vu l'Outsider, le film de Jérôme Kerviel? Non. T'as jamais, je te Non, conseille. je ne l'ai pas vu. Ça raconte. Il y a des choses un peu clichés naturellement, c'est l'objectif de rendre accessible. Et ça te montre quand même, c'est quoi le quotidien d'un trader à la salle des marchés Ouais. de SocGen. Et 22-23 ans, du coup, le salaire, c'est quoi? En annuel, hein? tu sors, en général, je te fais le truc classique. Tu sors de Central Paris. À l'époque, c'était. Aujourd'hui, je pense que c'est plus vraiment le cas, mais à l'époque, c'était le secteur rêvé de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est là où il y avait le plus de gains, c'est là où les salaires étaient extraordinaires. Et donc, à 22-23 ans, tu sors de Polytechnique, tu sors de Central Paris, école déjà assez prestigieuse. Tu rentres dans SocGen, par exemple, donc Société Générale, qui est connue à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué pour être une machine de guerre à l'époque. Mhm. Tu rentres, traiter, prendre des positions de 100, 300, 1 milliard, 2 milliards de positions. En moyenne, j'ai bien dit la moyenne en salle des marchés, sur la salle de marché parisien, c'était 1 million annuel. Salaire? Oui, 1 million annuel. Salaire? Oui, bien sûr. Pour regarder à l'époque. Ah ouais! À l'époque, c'était le cas. Ouais. Alors là, on a vraiment pris tout le monde. Hein. Alors, Les on a pris partenaires, tout le monde, etc., ok. etc. Mais globalement, tu t'en sors très rapidement, très bien. Tu te retrouves à. 150, 200 l'année? À la Euh, sortie d'école? Ouais, pas plus. Plus. Ouais, C'est ce que tu as touché? c'est différent aujourd'hui. C'est différent différent, aujourd'hui? c'est On vous différent. paye moins? Beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est quoi? 60? Le trader, c'est pas on pourra en 60. parler. Je pourrais t'en parler un peu. Non, mais un on peut peu en plus. parler maintenant, là. On est dessus. Non, mais juste finir, c'est t'as 22-23 ans,
tu gagnes 50, 100, 200 000 euros par mois, Par des mois, fois. oui. Des fois. Et donc, tu voulais des anecdotes marrantes, je te les donne. Tu avais des soirées où, encore une fois, c'est ce dont mes collègues ont vécu à l'époque. Il y a quand même des choses qui se répètent, mais c'est différent quand même. Ça lâche des 50 000 euros en soirée dans les grosses boîtes de nuit, un grand restaurant. Le Loup de Wall Street, parisien. comme dans le film Le Loup de Wall Street, où c'est un peu exagéré. Non, complètement exagéré. Ça représente pas du tout. Mais tu as travaillé quand même dans une banque américaine, c'est même côté américain, c'est des choses que tu as vues? Non. Non, ou c'est parce que c'est film que c'est comme ça? Parce que dans l'inconscient collectif, on est dans ça, je veux dire. Ouais, dans l'inconscient, alors non, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas le cas. D'accord, ça c'est un mythe. Plus du tout le cas. Le seul truc qui évolue, je pense, sur le Wall Street, il y en a très peu, mais la seule chose qui est encore présente, c'est cette animosité que tu as en salle des marchés. Tu rentres, c'est la guerre. Tu vois, il y a une espèce d'énergie, c'est un énorme open space. Je peux te parler un peu de mes premières expériences. Ouais. Il y a juste ce côté-là, mais tout ce côté loufoque, tout ça, c'est parti. Et au contraire, je pense qu'au contraire, ce sont des bonnes choses. Tu sais, à l'époque, il ne faut pas se cacher, il y a eu beaucoup de sexisme. Oui. Aujourd'hui, non. Toute cette partie, ce côté un peu qu'on peut trouver marrant peut-être, et en même temps toxique, tout ça, c'est un monde qui est parti. Ok. Et tant mieux. Et ça, c'est parti. Ça, c'est une bonne chose. Et du coup, tu rentres, donc Société Générale, c'est ta première salle de marché. Ouais. Comment ça se passe tes premiers pas en salle de marché? Tu rentres, tu vois quoi? Il y a de la cocaïne sur le côté, il y a quoi? Ça fume? Non, c'était pas qu'on fumait déjà plus à l'intérieur des trucs. Je pense que toute personne qui fait son premier pas en salle de marché, on s'en souvient tous. Et moi, c'était un hiver. L'hiver, j'oublie pas. Venant de La Réunion, j'oublie pas. Je rentre à Basalte, du coup, plus grande salle des marchés d'Europe. Et donc là, tu rentres. C'est une énorme salle, une énorme open space. T'as plein de gens qui crient I buy, I sell, 25. T'as une dégaine de stagiaire. Quand t'arrives, forcément, t'as une dégaine un peu stagiaire, tout le monde te regarde un peu. T'as le dégaine un petit peu de nouveau, tu rentres un peu dans ce brouhaha. De toute façon, t'as pas l'argent pour bien t'habiller. Tu viens d'arriver. Non, mais même, tu vas faire en réalité, il n'y a pas de costard-cravate en salle des marchés. Okay. Mon responsable qui gérait bien, il venait en t-shirt tous les jours. Comme chez Google à la Silicon Valley? Certains, oui. Ouais, mon responsable, c'est le cas. Ça dépend un peu. Il n'y a plus de tenue vestimentaire, à part pour les sales qui vont aller dans la relation client. T'arrives, c'est une grande salle des marchés. Tu vois tous les prix qui passent, tu vois tous les cours qui passent, tu vois plusieurs fuseaux horaires. C'est incroyable. Tu rentres, tu dis waouh, il y a une forme d'énergie, d'adrénaline qui est présente. Ah, t'es comme un gamin. Donc là, c'est du trading institutionnel. Ouais. Là, tu vois des prix affichés. Ouais. C'est réparti comment à l'intérieur? Tu as un étage pour l'or, tu as un étage sur les comos, tu as des gens qui font du forex, tu as des autres qui font du soft, du hard. Comment ça se présente? Ouais, alors ça dépend, pareil, ça dépend un petit peu des banques. Pour te faire très simple, globalement, il y a quand même l'équipe de risque. Eux, globalement, ils vont être ensemble. Et puis, tu as le front office qui va être réparti par team, tout simplement. Donc, la team commodities, la team donc matières premières, tu as la team action, tu as la team forex. Toi, tu étais sur quoi? Tu étais sur le pétrole? Alors, ça dépend. Alors, à Société Générale, j'étais sur un truc qui s'appelle du repo trading, un truc un peu marrant, mais super intéressant pour comprendre un peu de tout. Et avec Goldman, j'ai touché au marché action et ce qui me fait le plus kiffer jusqu'à aujourd'hui, les matières premières. D'accord. Donc, tu faisais du prop trading et tu disais que si tu avais une intention, comme acheter en ce moment du pétrole par rapport à ce qui se passe, c'est ça. Tu le sens, donc du coup, tu achètes une position. Ouais, quand on prend, exactement. Alors, encore une fois, c'est une petite particularité. Vous achetez avec quel produit? Vous êtes en futur ou vous êtes en CFD? Ouais, alors justement, il faut bien comprendre qu'est-ce que fait un trader institutionnel pour comprendre ensuite tout ce que tu vas me poser comme question par la suite. Depuis 2012 à peu près, le prop trading a arrêté. L'activité de prop trading, c'est de prendre des positions arbitraires. Je pense que ça prend en valeur. Ah, tiens, je vais prendre une position. Ça, cette activité de prop trading, depuis 2010-2012, je doute sur la date, loi de Volcker, c'est complètement interdit. En France? En Europe? Dans le monde? Oui, exactement. Dans le côté institutionnel. Alors, il y a des cas particuliers, on pourra en parler si tu veux. Pourquoi ça a été interdit? Parce que 2008, pour faire très simple, probablement vous avez vu les films tels que The Big Short, hyper intéressant. Ça, c'est vrai, ça, Big Short? Bien sûr. C'est très proche, je veux dire, c'est pas fantastique comme le Loup de Wall Street?
Il y a moins de narration. Alors, ça représente. Alors, il y a des éléments qui sont vrais. Il y a vraiment des éléments qui sont vrais sur les positions. Après, la manière dont ça travaille en salle des marchés ou autre, ils ont quand même fait un bon travail de rentrer quand même dans les détails. Si tu veux, un film pour moi que je recommande et qui représente le mieux pour moi de ce que j'ai pu voir, c'est Margin Call, qui est lié aussi à la crise de 2008. Franchement, à le voir si vous êtes vraiment intéressé par ça. Donc, depuis 2008, pour faire très simple, 2008, une crise financière qui est due à une chose, le manque de régulation, de 1, et de 2, et je pense que c'est comme dans tout, quand il y a un manque de régulation, qu'est-ce qui se passe? Des fraudes. Oui. Des fraudes. C'est pour tout. Dans les cryptos, par exemple, à ses débuts, il n'y avait pas de régulation. Donc, il y avait plein de trucs de pump dump, etc. Plein de choses pas légales. Et donc, dans tous les cas de figure, c'est un peu ce qui s'est passé. Il manquait de la régulation. C'est notamment dû à la titrisation. Enfin, il y a plein de choses, on pourrait en détailler. C'est un long sujet, la crise 2008. Mais globalement, c'est un peu la faute des banquiers et du manque de régulation. Des deux, attention. Et donc, prix 2008, OK. Je t'expliquais tout à l'heure qu'une banque, c'est une banque institutionnelle. Il y a à la fois la banque de détail et à la fois la banque d'investissement. Quand la banque d'investissement, il y a un problème, ça touche tes propres comptes. Oui. Et 2008, c'était toute une crise de banque, de liquidité, de marché. T'as tout le système financier qui allait tomber. Parce que tu as des banquiers, des traders et des salles de marché, enfin des traders, des dettes, qui ont profité. Il faut le dire. C'est un vide, en fait. Il faut le dire. Tu vois, on a créé une crise qui a eu un impact monstrueux, qui a changé les cours, toute l'économie, parce qu'il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Et donc, à partir de ça, et c'est là où la finance est devenue beaucoup moins sexy, j'aimerais d'une certaine manière, 2008, le gouvernement est intervenu pour mettre de l'argent. La contrepartie, c'est on rigole plus. Régulation sur régulation sur régulation. Tu verras en salle des marchés, tous les traders ont tous à l'époque, tu vois, c'était que des trucs sur la finance. Maintenant, tous les traders ont des blocs sur la réglementation, la régulation. Faire attention qu'on est bien dans les normes sur ceci, sur cela. Pourquoi on a rendu, finalement, pour te répondre à le prop trading interdit? Parce que ça a de l'impact sur l'économie et parce que c'est ton argent, entre guillemets, ce que tu as ouvert sur BNP Paribas, Société Générale, qui peut être volatilisé parce que les traders ont pris des mauvaises positions. Alors, une banque commerciale. Je veux casser un mythe là tout de suite. C'était pas prévu cette question. Une banque commerciale, elle trade avec l'argent de qui? Elle trade avec ses fonds propres ou elle trade avec l'argent des clients? Non. C'est bien dissocié. Oui. C'est bien dissocié. Mais il faut le dire. Moi, je sais maintenant, mais dans mon inconscient collectif, avant que je rentre dans le domaine de la finance, je pensais comme tout le monde. Ouais. On a voulu, François Hollande 2012, vouloir taper sur la finance, avec 2008 la crise. Donc, dans l'inconscient collectif, on pense ou on a pensé que la banque utilise l'argent. Il faut se mettre à la place de monsieur tout le monde. Je veux retirer 3 000 €, il y a 48 heures. C'est parce que mon argent, il est sur les marchés. Ouais, non. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et surtout aujourd'hui. Avec la vague de régulation présente. Par contre, encore une fois, je reviens sur cette idée que la Société Générale, c'est un exemple parce que c'est une des plus grosses banques, c'est à la fois une banque de retail et une banque d'investissement. Si un côté fait faillite, ça va impacter l'autre indirectement. Indirectement, voire même directement. Raison pour laquelle, 2010, on a peu rigolé. On a mis beaucoup de régulations. Beaucoup de régulations qui en avaient besoin. Il y a des fois, à l'époque, tu pouvais emprunter 300 millions sans montrer grand-chose. Tu pouvais emprunter de l'argent facilement dans les institutions. Tu pouvais emprunter 300 millions. Au marché interbancaire? Ouais, c'est ça. Avec zéro collatéral. Zéro collatéral. Ouais, c'était le cas. Vraiment, c'était le Far West à l'époque. Ok. Vous pouvez vraiment... il y avait une quantité de fraude présente. Michael Burry, justement, ils en parlent dans le film. Dans un secteur où il y a de la fraude, à un moment donné, ça va exploser. Et si tu arrives à construire un indicateur comme ça peut être marrant. Tu peux déterminer que tel et tel endroit, ça va exploser. C'est systématiquement... c'est l'histoire, globalement, l'histoire de l'humain. Suite à 2008, loi de Volcker, on rigole plus. Le prop trading est interdit. Du coup, un trader, ça fait quoi maintenant? Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des positions. Le rôle d'un trader, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un market maker. Quoi, ce terme savant que je lis partout dans toutes les formations, ça signifie quoi? Alors, un market maker, son rôle principal, c'est ce qu'on appelle apporter de la liquidité au marché. On va se fâcher là, parce que, encore une fois, allez, je vais mettre le pied dedans. Ça te parle le SMC?
ICT, c'est des choses qui te parlent? J'ai regardé une petite vidéo. Oui, qui parce parle de ça, ouais. qu'on dit que c'est une stratégie qui donne la liquidité des banques. Moi, je n'y crois absolument pas. Mais quand c'est Chris Zenda qui le dit, ça finit en insulte. Peut-être que quand c'est toi qui vas le dire, peut-être que toi, tu vas te faire insulter aussi. On ne sait pas. Mais la liquidité des marchés, c'est quoi être un market maker et chercher la liquidité des marchés du coup? Alors, market maker, c'est apporter de la liquidité. On va prendre un exemple qui fait écho peut-être à mon histoire. Tu es, par exemple, une société de pétrole. Tiens. Une société, on va pas prendre une société de pétrole, on va prendre une société d'aviation. On va prendre comme Emirates, par exemple. Comme Emirates. Comme Emirates ou comme Air France, par exemple. Tu as une vision de la quantité de pétrole que tu as besoin, de kérosène plutôt. Tu as une vision de la quantité de kérosène que tu as besoin sur toute l'année. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans. Sauf que tu vois bien, le cours du pétrole, il varie. Et surtout en ce moment, si tu prends pas un peu, tu fais pas un peu attention et que tu n'es pas là en train d'acheter en direct systématiquement, mais si tu fais attention de penser au futur, tu as besoin justement d'intermédiaires financiers qui vont te permettre justement d'avoir ça. Pour faire simple, c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est apporter de la liquidité. Tu as besoin d'un produit financier tiers, on sera là pour te l'apporter. C'est différent. Attention, les gens peuvent confondre ça avec un broker. Un broker, c'est pas la même chose. Nous, c'est un peu différent. Toi, tu as besoin de kérosène, tu as besoin d'un produit financier. Je suis là pour apporter de la liquidité. Les market makers, c'est ça leur rôle. Apporter la liquidité, c'est tu mets de l'argent dans le marché? Pas de l'argent, liquidité dans le sens, dans tous les liquidités avec un grand L, liquidité sur que ce soit de l'argent, c'en est quelque chose, mais que ce soit dans les produits financiers lui-même. Tu vois, tu cherches un produit financier qui va te permettre justement de te couvrir du prix dans X temps, ce qu'on appelle un futur. Tu as besoin de ça. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui te le propose, ça. Vous achetez à combien de temps? À 6 mois, 3 mois, 12 mois, quand c'est comme ça? Tu parles du futur? Oui. Dans le cas du pétrole, par exemple. Dans le cas que tu as donné, dans l'exemple qu'on a commencé avec Emirates, qui a ses besoins. Emirates va passer, on va dire, un ordre chez vous. Comment ça se passe dans le concret? Ou toi, en tant que trader, tu exécutes parce que tu te dis que dans le futur, j'aimerais avoir du pétrole toujours acheté à $73 parce que j'ai signé un contrat à 12 mois. Pour faire simple. Je sais que c'est technique, mais... Pour faire simple. Pour faire simple, avant d'entrer dans cet exemple, notre rôle, c'est apporter de la liquidité sur les produits financiers, quel que soit le type de produit financier. C'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est apporter de la liquidité au système financier. Liquidité, que ce soit cash ou que ce soit en termes de produits financiers purs. Ça peut être du pétrole, ça peut être du pétrole, comme ça peut être des actions ou autre, etc. On est là pour apporter ça. Déjà, la première manière de gagner de l'argent en tant que market maker, c'est à chaque fois que tu vas faire une transaction, tu as forcément des fees, que tu payes. Comme un broker classique, on peut le voir. C'est un petit peu différent, mais en tout cas, tu as déjà cette petite commission. Bon, c'est pas avec ça que tu vas payer tes bonus à la fin d'année. À côté de ça, si tu veux, le rôle de market maker, c'est aussi, on ne prend pas de position. D'accord? Mais on prend des positions indirectes. Et on va pas forcément jouer, on rentre un petit peu en détail, on va pas forcément jouer sur le prix du pétrole, encore une fois. On va plutôt jouer sur ses paramètres. Alors, c'est un peu technique. Quels sont ces paramètres? Comme la volatilité. Tu prends un actif qui comporte plusieurs risques. Oui. Et sur ces risques-là, en fait, on va prendre des positions et on va gagner de l'argent. Pour faire très, très simple, et comment finalement on arrive quand même à prendre des positions, bien qu'il y a une certaine limite à ne pas dépasser, etc. Bref, en gros, tu as besoin de me vendre du pétrole. Tu as besoin de me vendre du pétrole. Tu cherches quelqu'un, tu as du pétrole, tu veux me vendre. Okay. Je suis producteur de pétrole? Ouais, par exemple. Producteur du pétrole, tu veux te débarrasser, tu veux vendre. Ok, je dis ok, je suis un apport de liquidité. Là, pour le coup, c'est le cash. Je te prends ton pétrole. Ok, moi, je suis trader. Mon rôle, c'est pas de garder ce pétrole-là. Ouais, mais toi, tu achètes à terme. Alors là, je t'ai pris cet exemple-là. Je n'achète pas le pétrole, donc que ce soit bien clair. Je vais acheter des futurs, etc., mais je fais plus simple pour qu'on comprenne. Ouais, ok, très bien. Je vais prendre ce pétrole-là. Maintenant, moi, à partir de ce moment-là, je prends un risque. Parce que si le pétrole perd en valeur, la banque va me taper. C'est ce qu'on appelle le delta hedging, c'est-à-dire que le prix du spot, le prix de la valeur tout simplement du pétrole. Pendant que tu gardes le pétrole. Exactement. Donc, il faut que ce soit ce qu'on appelle delta hedging. Donc, pour ce faire, il faut que je me débarrasse de ce pétrole-là ou que j'achète des produits comme des CFD, des futurs, qu'importe, qui me couvrent justement de cette position. Si le pétrole perd en valeur, je suis couvert ici. Exactement. Okay. Mais c'est là où je vais quand même prendre une petite position parce que si je sais que, c'est un exemple, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais c'est un exemple. Si je sais que le pétrole, par exemple,
j'anticipe que en ce moment, l'actualité, que peut-être que l'Iran va mettre une certaine barrière, empêcher certains flux, notamment pétroliers, va diminuer sa quantité de production de pétrole. C'est que le pétrole il risque de prendre en valeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder un peu de temps, ce pétrole avec moi, et ensuite je le revends. D'accord. Tu comprends un peu Ok, donc dans l'idée, je te vends du pétrole, je simplifie, hein, à $50. Ouais. D'accord. Tu me l'achètes. On va faire avec la bouteille, ça va être plus simple. Avec Voilà. plaisir. Donc, moi, je vends, tu me l'achètes à $50. Ok. Ouais. Toi, tu le gardes. Ouais. Ok, il est à $50. Et tu sais que potentiellement, avec l'Iran, voilà. Donc là, on est à 73, 72 au moment où on enregistre. Ouais. Est-ce que c'est pas intéressant? Donc, tu as déjà gagné $25. Ok. Mais est-ce que pour toi, pour augmenter ton PNL, tu décides de le garder un peu et de le vendre à quoi? À 75, 77? C'est ça l'idée. Et c'est là qu'on gagne, et c'est là qu'un PNL maker gagne de l'argent. Exactement. D'accord. Je te l'ai fait d'une manière très simplifiée. On va plutôt jouer sur d'autres paramètres, notamment la vol. On va jouer sur du gamma. On va faire des trucs un peu divers. On va jouer sur d'autres types de et paramètres. Pas des résistances, des cassures, une moyenne mobile 7 et tu rentres sur le marché. Ce que je veux te dire par là, c'est là où on va gagner de l'argent. C'est pas directement sur le prix même du pétrole. Donc il faut rentrer un peu sur le détail. Pas sur le mais prix c'est même sur les paramètres entre guillemets du prix, notamment la volatilité. Sur la volatilité de ce truc-là. La volatilité du prix du futur. Ah, la volatilité du prix du futur. Il faudrait rentrer un peu dans les Il détails. faudrait qu'on rentre beaucoup trop dans les détails. Mais pour faire très simple, si tu vois bien, si je te reprends cet exemple, à aucun moment j'ai pris une position. Et indirectement, j'ai quand même pris la position. Ouais, d'accord, ouais. C'est ça un market maker, c'est apporter de la liquidité, c'en est un rôle. Et après, on fait cette activité de prendre des risques contrôlés. Et du coup, il y a quand même une partie spéculative, mais elle est indirecte. Elle est plus technique, tout simplement. Elle est plus technique. Donc finalement, on ne fait pas de prop trading. Il y a un cas où on le fait, je peux t'en parler parce que c'est super intéressant. Sur quoi, du coup mais par contre, notre rôle, c'est de market maker et en même temps, on prend des positions, ce qui permet justement de faire beaucoup de PNL, etc. Et vous faites ça sur tous les produits, actions, Forex aussi, vous faites? Ouais, le Forex est devenu pour quasiment toutes les banques robotisées. D'accord, c'est devenu algorithmique. Ouais, il n'y a plus d'humain qui fait du Forex. Ouais, il y en a quelques-uns, mais ça existe de moins en moins dans les banques. Il y a un cas particulier où les gens ne sont pas au courant de ça. Il y a un cas particulier où le prop trading existe encore. Où est-ce qu'il existe? Je vais te dire des noms et tu vas me dire si ça te parle. Ok. Vitol, Trafigura, Glencore. Vitol, non. Ça te dit rien? Hélène quoi? Glencore. Glencore. Ouais, Glencore. Ok. Tu vois les stéréotypes de la finance qu'on peut avoir? Oui. C'est un peu ça là-bas. Les mecs de Goldman se tueraient pour avoir une place pour travailler là-bas. Ces boîtes-là, c'est ce qu'on appelle les boîtes de négoce de matières premières. C'est un peu ça. Les bonnes choses, comme les mauvaises choses aussi, faut le dire, c'est là-bas. C'est encore un peu là-bas. Les gens ne sont pas très au courant de ces boîtes-là. Ouais. Mais d'une certaine manière, ils ont un impact que tu n'as même pas idée sur toute l'économie qui nous entoure. Trafigura, Glencore, c'est la finance de l'époque. Là, justement, tu peux faire encore du prop trading. Tu peux prendre des positions arbitraires, tu peux le faire et tu n'as pas idée des chiffres qui se font là-bas, mais vraiment pas. Ça donne quoi? Tu dis que j'ai pas idée, mais donne une ordre d'idée de fourchette. La Suisse, alors la capitale de ces boîtes de matières premières. J'habite en Suisse, donc je sais qu'ils sont en Suisse, ces sociétés. Exactement. La capitale, c'est là-bas. Je pense que les personnes les plus fortunées là-bas travaillent là-bas. Là-bas, t'as pas des millionnaires traders, tu as des milliardaires traders. Tu as des milliardaires traders là-bas. On peut devenir millionnaire avec le trading aujourd'hui? Littéralement, oui. Milliardaire dans ces sociétés-là, pas en banque, pas chez Goldman, pas chez BlackRock, chez C'est quand même chaud. Alors, chez Goldman, par exemple, la personne la mieux rémunérée, c'est un trader, c'est même pas le CEO. C'est à peu près 55 millions par an. 55 millions par an. Exactement. Trader. Donc, tu peux faire quand même un petit peu de chemin pour arriver jusqu'au milliard. Un des head of trading, d'un desk. Donc, il gère les managers d'un desk, c'est ça? Ouais, mais quand tu es head of trading, tu es quand même piano maker. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu vois les positions, tu gères indirectement les positions, tu diriges un petit peu. Tu vois, tu n'es pas juste un manager, tu n'es pas juste un manager, un manager à profiter. Et parlons un peu plus de toi et parlons d'argent, comme on a mis les pieds dedans. Tu veux bien nous dire combien tu gagnais quand tu étais... Ah bah oui, quand tu étais à la Société Générale et chez Goldman Sachs.
Ouais, avec plaisir. On peut parler un peu de ce salaire avec plaisir. Quand tu travailles en banque française et en banque américaine, les salaires sont globalement assez différents. En banque américaine, type JP Morgan, type Goldman Sachs, type Bank of America, type City, donc la Ligue des Champions, on va dire, les Real Madrid, les Manchester United, Manchester City, qu'importe. En moyenne, je te fais un tout petit peu. Quand tu intègres ces banques-là, en junior trader, en analyse plutôt, on appelle ça, tu vas toucher à peu près 70 000 bruts de base Annuel. Ok. plus 30 000 euros de bonus. D'accord. 70 000 de base et 30 000 euros de bonus, qui te fait à peu près un package, à peu près tout compris, de 100 000 bruts à peu près la première année en tant qu'analyste. À mes débuts à Goldman, je me suis fait plusieurs amis. Et avant de rentrer, j'avais fait un de mes mentors. J'avais pris un café avec lui sur Paris. C'était marrant. Il était sales, lui. Et je lui disais, voilà, je suis un petit jeune, je suis junior, je viens de démarrer dans la salle des marchés. Fais-moi rêver, parle-moi un peu de salaire. Donc là, il sort son téléphone, il m'a dit, parle un petit peu en anglais, what years, etc. Il te montre son salaire, ce qu'il a reçu ce mois-ci. Je lui dis, fais-moi rêver, je suis un jeune, parle-moi un peu de salaire pour voir combien on peut gagner. Et là, il me dit, globalement, c'est un peu les chiffres. Il me le dit, je peux te dire les chiffres juste après. Allez, sur 5 ans, tu peux te faire 300 000 UK année. 300 000 K, fatigué. C'est concret. 300 K à l'année, encore en USD, en dollars. C'est à peu près en 5 ans. Tu peux toucher à peu près 300, 400. Et après, il m'a dit, en moins de 10 ans, il me regarde comme ça, il fait, en moins de 10 ans, c'était pas trop con, tu peux toucher le 7 figures. Ok. 7 figures. J'ai pris 30 secondes, j'ai quand même pris, peut-être pas 30 secondes, j'ai pris 10 secondes pour capter. Ouais. 7 figures, c'est-à-dire le million annuel, en moins de 10 ans, un tout petit peu. Donc, en gros, globalement, c'est un peu ça. En analyse, tu démarres à peu près à 100 pour arriver jusqu'au stade de ce qu'on. Ensuite, tu passes associate puis VP. Pour arriver au VP, en moyenne, ça prend à peu près 5 ans. Au stade de VP, tu touches à peu près ce qu'il disait, à peu près entre 200, 400, voire les meilleurs, je dirais un peu 500. Et au-delà du VP, c'est très variable. Parce que, comme tout trader, tu as la base, c'est la salaire de base, puis tu as la partie variable. La partie variable dépend de ta performance. Donc, naturellement, c'est un peu comme dans une équipe de foot, au fait. Exactement. Naturellement, tu as des équipes, tu as des desks qui vont beaucoup plus performer que d'autres. Ça varie d'une année à une autre, les performances comme ça? Bien sûr. En fonction des marchés, logique. Bien sûr, en fonction des marchés, en fonction sur toi, de la volatilité, bien sûr, de ce qui se passe un peu. Bon, depuis 2020, tout le monde est un peu gâté, je dirais. Malheureusement, c'est triste, mais il y a des fois, s'il y a quelqu'un qui a trop merdé, du coup, ça touche ton bonus. Ça, c'est un peu chiant. Quand je dis trop merdé, ça peut être un autre desk. Ça peut être pas forcément ton équipe. Ah oui, parce que ça reste la banque. Si la banque a décidé comme ça, c'est eux qui décident dans la finalité. Et le plus gros bonus que tu as touché, c'est combien? Moi, à titre personnel, à titre personnel, pour mon expérience un tout petit peu, donc j'ai fait 1 an à peu près en salle des marchés à Société Générale, puis j'ai fait à peu près 1 an chez Goldman Sachs. Donc j'ai resté un peu dans le rôle un peu d'analyste, début d'un petit peu d'associate globalement. Par contre, pour te faire un peu rêver, mon responsable chez Goldman, un des mecs brillants intellectuellement, on pourra en parler de Goldman un peu plus, c'était 30 millions annuels. 30 millions bonus? Tout compris. Et toi, ton bonus, parce que tu n'arrêtes pas de tourner notre discours, tu peux être très très large. Tu gagnais mieux qu'un médecin? Tu gagnais comme un footballeur de foot? Allez, si tu veux pas dire les chiffres, je te laisse au moins cette... Ouais, non, il n'y a pas de souci. Pour faire très simple, à Goldman, j'étais à ça sur la première année. J'étais à peu près à 70 000, plus 30 000 de bonus. Et et la maxi performance de desk que tu as fait sur une année, en fait, si tu veux, j'ai quand même eu de l'expérience. J'ai quand même un petit peu de l'expérience. Mais si tu veux, là où les bonus commencent à être très, très sympas, c'est quand tu passes au stade de VP. Ok. Quand tu passes mais toi, tu n'es pas arrivé là. Je suis pas arrivé là. J'ai quitté bien avant. D'accord, mais le montant qui t'a le plus impressionné dans ta carrière de trader, c'est quoi? C'est mon mentor avec qui, mon responsable tout simplement, c'était 30 millions annuels. Ça m'a vraiment. C'était pas ce que ton desk générait. Ton desk il générait combien? Ah oui. Je sais que c'est pas la même chose, mais du coup. Ouais, le desk que j'ai travaillé à Goldman desk de matières premières, c'était 1 milliard annuel. 1 milliard annuel. Ouais. 1 milliard annuel. Donc 800, pas loin de 700-800 millions par mois, à peu près. C'est fou, ça. Ouais. Et donc, la banque a assez d'argent pour pouvoir générer ça. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Bon, une banque, ça a quoi comme liquidité? On s'en rend pas compte parce que
800 milliards, on est dans des chiffres qui dépassent complètement milliard, l'entendant. 1 milliard. La plus grosse position qui t'est faite. Pourquoi, en fait, si tu veux, quelle est la plus grande position que tu prends? Ça n'a pas vraiment de sens. Je m'explique. Enfin, ça a pas. Non, c'est en bien. fait, tout est relatif. Encore une fois, tout est relatif. J'ai fait, par exemple, ce qu'on appelle du repo trading. C'est repo trading. Repo trading. Comment tu écris ça? REPO. REPO. Ok. Ouais, super intéressant. Je recommande à se renseigner parce que c'est un peu. Le repo, il est partout. Il est un peu partout sur tous les produits financiers. Et très sympa pour comprendre un petit peu tout. Si tu veux, c'est. Le repo, c'est pas un truc qui est ultra risqué. Tu n'es pas en train de faire des trucs ultra risqués. Donc, tu vois des montants de, je sais pas, de milliards, par exemple. Mais c'est pas impressionnant. Par exemple, 1 milliard de positions sur les matières premières, ouais, là, effectivement, ça fait un peu flipper. Donc, ça fait bouger une bougie, ça, ou pas? Excuse-moi? 1 milliard sur les marchés financiers, ça fait bouger une bougie? Oui, bien sûr. Bon, ça dépend de quel type de produit ou autre. C'est vrai qu'en tant que particulier, c'est vrai qu'on se limite à... alors déjà, il faut bien dissocier. Faire du CFD, c'est pas être sur les marchés, vous êtes contre les banqueurs. Bref, mais quand vous faites, par exemple, des futurs... Tu prends, par exemple, je reprends le pétrole. Le pétrole, tu as plein de types de pétrole à l'intérieur. Oui. À l'intérieur, tu as plein de sous-jacents et tu as plein de produits financiers à tous ces sous-catégories. Toutes ces catégories. Et donc, tu as plein de catégories qui ont très peu de liquidité. Et donc, peut-être, je dis une bêtise, peut-être que 10 millions dans ce truc-là, c'est déjà beaucoup, tu vois. Ouais. Tu vois ce que tu veux dire, je comprends. Donc, c'est pour ça. Donc, cette question, en fait, quel est le montant pour faire bouger le marché, façon de parler, ça dépend. Après, on parle 1 milliard, oui, ça touche globalement. Il va avoir un impact sur un peu de tout, ouais. Ça, c'est sûr. Quand on parle des prix comme ça sur le marché, par exemple, on enregistre, on a le pétrole qui est passé à 73, d'accord? Concrètement, il s'est passé quoi? Ouais. Donc, le pétrole, on se réveille le matin, on passe de 69 à 73 $. Ouais. Concrètement, dans les faits, ça se réalise comment? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, tu es venu, tu as pris ta ligne là, tu as mis 3 milliards, tu as appuyé. Chez Goldman, ils ont fait pareil. À Citi, ils ont fait pareil. Il y a eu une demande qui est venue d'un seul coup pour anticiper les coûts. Comment ça se passe? Comment le prix se déplace en fait en vrai? Le prix, comme littéralement tout, c'est une histoire, et c'est toujours une histoire d'offre et de demande, tout simplement. Prix de cette bouteille, allez, peut-être 1 euro. Parce que si tu prends cette bouteille, par exemple, à l'aéroport, c'est plutôt 5 euros. Oui, exactement. Cette même bouteille, tout est une question d'offre et de demande. Le prix ne représente que et uniquement que la résultante entière de toute l'offre et de la demande. Et même toi, par exemple, je reprends le pétrole, tu prends des positions sur le pétrole, on va prendre du CFD, par exemple. En réalité, tu n'es pas sur le marché. Oui, je suis sur le marché. Mais tu vas quand même avoir un impact sur le marché. On pourrait rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire CFD? CFD, les gens ne sont pas au courant, ça veut dire les gens ne comprennent pas ce concept, donc ça va être très important. CFD, c'est Contract for Differential. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je reprends encore une fois ce pétrole, quand tu prends une position sur le pétrole, tu n'es pas en train de prendre une position sur le pétrole, tu es en train de jouer contre le broker. Le broker, c'est ça. Imaginons que je suis le broker, toi, tu es le petit trader, plutôt le grand trader, on va dire. Petit trader par rapport au marché et tout ce que tu as connu. Mais continuons. Tu prends une position, tu penses que le pétrole va prendre en valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand tu cliques sur acheter, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'indirectement de signer un contrat entre toi et moi, le broker. Contrat pour différence. Si le pétrole prend en valeur, je vais te donner la différence du prix. Et si, par contre, le pétrole a perdu en valeur, c'est moi je te donne. Exactement. Contract, CFD, contrat pour différence. Par contre, moi, le broker, si effectivement, tu as pris une position où si le pétrole part à la hausse, tant mieux pour toi, mais tant pis pour moi, moi, il faut que je me couvre. Oui. Couvre par d'ailleurs. Et donc, je suis obligé Maintenant, tu vas sur le marché. De me couvrir. Okay. Alors, en général, les brokers CFD, ils vont plutôt utiliser des futurs, justement. Oui. Ils vont plutôt utiliser des futurs. Ils vont plutôt utiliser des futurs pour se couvrir. Ça va leur revenir moins cher que prendre... Parce que j'aimerais te dire, ils pourraient faire un CFD avec un autre broker. Sauf que ça revient moins cher, globalement, de se faire financer par les futurs. De cette manière, ils ne prennent pas de risque. Ils prennent juste le volume. Tu vois, les spreads, ça leur coûte, je dis une bêtise, ça leur coûte 1, le spread ici. Ici, ça te coûte 2. Et du coup, ils gagnent de l'argent comme ça. Et donc, les brokers, c'est une histoire de volume. Plus il y a de volume, plus tu gagnes de l'argent. Exactement. Exactement. Mais tu vois bien que le broker, indirectement par ta position, j'ai bien dit indirectement par ta position, a pris d'autres positions sur les futurs. Les futurs, ça reste des produits dérivés qui traitent avec d'autres personnes, notamment des traders, on va dire ça comme ça.
qui, eux, sont obligés de se couvrir, enfin, ainsi de suite, mais indirectement, tout ça Ouais, ça a un impact sur le marché. sur le marché. Donc, finalement, le prix n'est juste de la résultante de l'offre et de la demande. Qu'est-ce qui peut faire varier un cours? Il y a des fois, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Prends par exemple, il y a plein de produits qui n'ont pas de sens. Par exemple, Tesla n'a pas de sens. Oui. Le prix de la Tesla, on est d'accord, ça n'a pas de sens. ça n'a pas de sens. L'entreprise fait 100 fois la taille de Renault. Enfin, il y a plein de chiffres comme ça. C'est juste la représentation, et les gens doivent comprendre ça, que de la représentation de l'offre et de la demande. Il y a des gens qui veulent acheter, il y a des gens qui veulent vendre. Tout ça, ça forme un prix. Et des fois, il n'y a pas de sens. Par exemple, un fonds d'investissement avait, pour X raisons, à changer leur politique de stratégie d'investissement. Ils avaient, je dis une bêtise, ils avaient 1 milliard d'actions d'Apple avec eux. Pour X raisons, ils sont obligés de se débarrasser. Et ils se débarrassent. Naturellement, il va y avoir, alors quand même, on est quand même sur de la liquidité énorme sur Apple, mais il va quand même avoir un impact. 1 million d'actions d'Apple, c'est facile à vendre. 1 milliard d'actions d'Apple, c'est facile à vendre? Non, enfin, naturellement. Alors, je ne sais pas le market cap. Ok. Le market cap. On le fait autrement. En règle générale, je te donne des ordres de grandeur. Bien sûr. On parle plus en ordre de grandeur. Bien sûr. Ne nous en tenez pas compte. 1 milliard de n'importe quelle action, c'est pas facile à vendre. Bien sûr, naturellement. On ne peut pas faire Enter et puis ça s'exécute comme ça. Non. Bien sûr. Mais dans tous les cas, si tu veux, à partir du moment où il a vendu, ça va avoir un impact. Ça a perdu en valeur. Est-ce que pour autant Apple a perdu en valeur fondamentalement? Non. Entre ce moment et le moment de la vente, il n'y a rien eu, tu vois. Et c'est vraiment ça à comprendre. C'est que tout est une question d'offre et demande. Et tu peux faire les analyses que tu veux. Et c'est ça qui rend humble, finalement, tous les traders sont en réalité humbles. C'est que tu observes cette chose, qui est l'offre et la demande, en face de toi. Ça, c'est la seule et unique vérité. C'est tout. Le prix, tout simplement, il a unique et seule vérité. Toutes les analyses, SWOT, etc. Certains sont intéressants, certains pas. Certains, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ok. Et on est plus analyse technique ou analyse fondamentale ou analyse psychologique dans ce moment-là? Quand on traite, qu'est-ce qu'on cherche? Comment tu exécutes? Comment tu te dis, ouais, là, c'est le bon moment? Encore une fois, tout est relatif. Tu verras, toutes mes questions, c'est toujours relativement à tel scénario. Par exemple, on va prendre, je pense que ça intéresse les gens, même en salle des marchés, encore une fois, tu as les algo traders qui vont avoir une approche mathématique, statistique pour développer des algos tout simplement. Et tu vas avoir le trader un peu plus classique, un peu plus classique, qui, dépendamment des produits, dépendamment de ce qu'il va faire. Parce que si tu prends une équipe de traders, tu as des traders qui vont faire, je reprends le pétrole, tu as des traders qui vont s'occuper plutôt sur des courts termes, sur des positions, je dirais, un peu plus court terme, sur du spot, par exemple, donc sur le produit même. Je prends un exemple. Tu as d'autres qui vont faire des produits dérivés, donc des futurs, des options. Certains vont être spécialisés plutôt sur des futurs plutôt courts, c'est-à-dire quelques petits mois, certains sur des futurs un peu plus longs. Donc, tu vois bien que chacun va avoir une approche un petit peu différente. La question, je pense que tu veux le dire, c'est comment un trader, il arrive à prendre comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il fait, qu'il va se dire, je vais cliquer sur ça, je vais cliquer sur ça. Un ensemble de paramètres, si tu veux, dans une banque, on a aussi, j'ai oublié de te parler de ça tout à l'heure dans la construction d'une équipe, tu as aussi l'équipe de research. C'est en gros des gens qui travaillent toute la journée pour fournir des analyses fondamentales. Basées sur l'économie. Ce qui se passe dans le monde, la macro, la géo. Exactement. Notamment là où j'ai travaillé à Goldman, c'était des analyses hyper intéressantes. Tu as toutes ces informations-là. Tu as un peu, façon de parler, ils appellent ça grosso modo un peu l'analyse technique, mais tu as la compréhension du prix, de comment ça évolue, les points clés, entre guillemets, à surveiller. En fait, c'est un ensemble, entre guillemets, je te caricature, en fait, l'image qu'on a du trader en salle des marchés, je vais te prendre ce cas-là, c'est un ensemble d'analyse fondamentale, façon de parler un peu d'analyse technique, et surtout de contrôle des risques qui permet de prendre des positions ou pas. Mais c'est vraiment un ensemble de paramètres, d'informations. Je reviens sur cette notion, d'où la raison d'être bon en calcul mental, et d'où la raison où je pense que c'est qu'il n'y aura plus de traders d'ici 10 ans en salle des marchés. À cause de quoi? À cause de l'IA? À cause de l'intelligence artificielle? Je t'avoue que quand je suis entré en salle des marchés, ça peut être marrant, mais il y a des fois, je trouvais qu'il y a des trucs, je me dis, mais attends, mais ça peut s'automatiser ce truc. Avant l'IA. Ok. Avant vraiment. Alors, avant le boom, non, l'IA a toujours existé, je veux dire, avant le boom de l'IA qu'on a depuis 3-4 années. Là. Exactement. Alors, sachant, petite parenthèse, l'IA dans la finance, ça date depuis 2012-2013. Ça, c'est un autre sujet. Oh, moi, on m'avait dit 2000.
Alors, attends, pas confondre l'IA et les algo Et trading. les algo trading. Les algo trading. Bien vu. Les algo trading, c'est même pas 2000, c'est plutôt 1970. Et D'accord. devine qui est un des pionniers dedans? Goldman. Ok, je savais pas. Un des pionniers dedans, en tout cas le faire. Ça remonte, les algo trading, ça remonte. L'IA à peu près 2012-2013 et ces notions un peu de deep learning what sont venues. Pause. Algo trading Ouais. et robot trading, c'est la même chose? Tu m'as dit quoi? Algo trading et robot de trading, est-ce que c'est la même chose? Robot Parce que trading. j'ai une question encore qui va venir derrière. Ouais, en fait. robot trading, c'est plutôt un terme qui vient d'Internet. Ok. Ça n'existe pas un robot de trading. Ouais, bah en fait, un robot et un robot, c'est un algo. Un algo, c'est on lui dit de faire certains trucs, on lui définit des trucs, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Un robot, c'est un peu la même chose, finalement. Ouais. Donc, c'est un Ok, petit- donc un algo, un robot, ok, très bien. Exactement. Ok. Prochaine question. Est-ce que Ouais. c'est possible d'acheter un algorithme de trading qui fonctionne? Grand sujet. On va être catégorique parce que j'en vois beaucoup passer sur les réseaux. Tous les robots de trading que vous voyez passer sur Internet, vous les prenez, tac, et vous essayez de viser bien et vous mettez à la poubelle, globalement. Il n'y en Pour a faire simple. aucun qui fonctionne. Bah, en fait, c'est pas qu'il y en a aucun qui fonctionne, c'est qu'il faut comprendre un truc, cette notion. Alors, je parle un peu, je prends ta communauté Pas de qui problème, peut-être ouais, un ouais. peu avancée sur le trading. Cette notion d'alpha, qu'est-ce que ça veut dire alpha? Alpha, c'est des opportunités. Des opportunités. Je te prends un exemple très très simple. Peut-être tu vas faire un petit graphique. Là, tu prends par exemple, tu vois, tu as deux graphes, tu fais trace de moyenne mobile. Tu vois, c'est un exemple. Hein, tu Ouais. vois que si tel traverse ça, ça fait une position d'achat. Si tu vends là, ça le revend. Et du coup, c'est une stratégie. C'est une stratégie, ce qu'on appelle de l'alpha. Tu as une opportunité entre guillemets. Si tu es seul à le connaître, profites-en et fais ton maximum. Si tu commences à automatiser ça, cette stratégie-là, et à le mettre en avant devant tout le monde, ce qui va se passer, c'est que cette opportunité va disparaître. Pourquoi? Parce que, pour faire très simple, pour t'imaginer ça, tu as grandi à Paris, par exemple, tu prends une maison sur la rue de Paris qui coûte, un appartement qui coûte 10 000 euros. Tu vas la fermer, tu vas l'acheter pour toi à 10 000 euros, tu vas le revendre. Si d'un coup, tu te dis, tu commences à dire à tout le monde qu'il y a une opportunité de cet appartement, tu vois bien que naturellement, le prix va passer de 10 000 à son prix réel finalement. Oui, exactement. J'ai un appartement de 30 mètres carrés, je pense que doit avoir dans les 200 000, Ouais. 200, 300 000, qu'importe. C'est exactement la même chose, que ce soit dans le trading ou dans l'algo trading. Quand tu as des stratégies de trading qui fonctionnent, tu as tout intérêt de la fermer. Et c'est la raison pour laquelle les traders, les institutionnels ou autres, sont extrêmement confidentiels. Particulièrement les fonds quantitatifs, les fonds algorithmiques. Ouais. Les Ils fonds sont algorithmiques. différents des banques. Exactement. Ou si tu veux, tu as certains fonds d'investissement, tu peux même pas mettre un port USB D'accord. pour te dire à quel point. Et je vais te dire un truc, ces fonds d'investissement, on pourra en parler un peu plus en détail. Ces fonds d'investissement, les gens qui travaillent dedans, ils savent même pas si tu veux, la big picture de l'algo. De l'algo. C'est-à-dire Ils ont qu'ils juste travaillent, un bout. ils travaillent sur des Mais c'est morceaux. très américain, ça, comme façon de travailler. Parce qu'ils ont fait ça sur des projets de bombes atomiques, sur des projets de fusées. Ou même en ouais. France aussi, tu as retrouvé ça. Non, c'est le cas aussi en D'accord. France. Oh, Donc- j'ai oublié le- Donc, tout le monde travaille sur ils n'ont pas la big picture, ils ont un bout. Donc, tu ne connais pas l'algorithme de Goldman Sachs. Alors- Mais tu avais un bout. Je t'ai parlé du fonds d'investissement. Du fond oui, parce Les, que moi, j'ai parlé, ouais. j'ai confondu là. Ça, Ouais, c'est moi. sur les algos un petit peu qu'on travaille, c'est autre chose. Par contre, sur ce type de fonds algorithmiques, t'as pas la big picture, tu as juste des morceaux auxquels tu vas travailler entre. Et qui entre- connaît tout le code? Personne? Probablement les partenaires. Les Ouais. partenaires, ceux qui sont tout en haut, qui ont une Donc, visibilité, eux, ils une savent stratégie. ce qu'ils font. Ouais. Ouais, exactement. Et donc, je reviens sur Ouais. ce cas. Un algo trading ou même un trader, il faut bien comprendre que l'investisseur, celui qui investit, c'est différent. Celui qui est un investisseur sur passif, qu'importe. Le trader, tu es dans l'eau, tu es des requins, il y a 10 requins, tu as 3 poissons. Tu vois, il y a 3 poissons, 10 requins. Il faut bien comprendre cette notion que s'il y a des gagnants quelque part d'une façon de parler sur le trading, s'il y a des perdants. Il faut Ok, bien comprendre ouais. ça. Même à votre niveau? Bien sûr. Bien sûr. Alors, sur l'investissement, c'est indifférent parce que tu as de la création de richesse par derrière via les dividendes, qu'importe. Mais en tant que trader, il faut bien comprendre ça, que s'il y a des acheteurs, s'il y a des gagnants quelque part, c'est qu'il y a des perdants un peu autre part. Autre part. Qui sont les perdants, qui sont les gagnants, ça c'est notre histoire. Et donc, à partir du moment où tu as une stratégie qui fonctionne, bah, tu as tout intérêt à la fermer. Pourquoi? Parce que cette stratégie, si tout le monde connaît, tout le monde va sauter dessus. Et toi qui pensais faire ça, bah, tu vas te retrouver avec tout le monde qui va faire ça. Et l'opportunité, Ça l'alpha, ferme l'opportunité. l'alpha va disparaître. Exactement.
C'est exactement ça. Je te prends un exemple, une stratégie très simple. Tu vois, c'est ce que notamment Sam de FTX le faisait un peu à l'époque. Tu vois que le prix du Bitcoin vaut dans un Il faisait pays... de l'arbitrage, lui, non? Exactement. Ouais. Vaut sur un pays à 50 000 $, alors 5 000 $, et sur l'autre pays, il vaut 7 000 $. Donc tu vas acheter là, tu vas revendre Tu là. reviens de l'autre côté. Ouais. Fais-le, mais dis à personne. Ouais. Parce que si tout le monde le sait, tout le monde va acheter là, et d'un coup, ça va te passer de 5 à 7. Ouais. Tu vois Et bien ça que corrige le prix. Ouais. l'opportunité vient de disparaître. Donc finalement, ces algos de trading, il y a tout intérêt de la fermer. En salle des marchés, il y a des gens qui se sont fait virer parce qu'ils ont mis en story la salle des marchés. Ah ouais. Ouais. Fini. Parce que si tu zoomes, tu vois des informations confidentielles. Ouais. Si je sais que lui, il va prendre des positions, je vais pouvoir prendre ça et utiliser ça dans ma stratégie pour gagner de l'argent, Ouais. pour faire du profit. D'accord. Donc ouais, en réalité, c'est un monde extrêmement confidentiel. Confidentiel. Donc tous ces algos et ces robots trading que tu vois, si ça fonctionne, imaginons que ça fonctionne, bah, si les gens le font, si tout le monde le fait, ça va disparaître. Tu prends Renaissance, le fonds le plus connu à 40% de rentabilité, 40% de rentabilité. Bah, si tu veux, eux, alors c'est un fonds d'investissement, tu peux pas investir comme ça. C'est une question qu'on me pose, ça. Tu peux pas investir comme ça. Et par contre, eux, ils ont un maximum justement alors c'est essentiellement les partenaires, ceux qui travaillent, qui peuvent investir à l'intérieur. OK. Et ils peuvent, par rapport à leur stratégie, ils ne peuvent pas dépasser un certain volume. Parce que, imaginons qu'ils font 40% de rentabilité, autant mettre un trilliard dessus. Oui, et puis c'est réglé. Exactement. Sauf que c'est pas possible parce que ça tuerait leur propre stratégie. Ils n'auraient pas 40% de rentabilité. D'accord. Tu vois l'idée ? Ils arrivent à 40% parce qu'ils ont leur Parce qu'ils mettent pas autant ont d'argent. un certain volume auquel à ne Là, pas dépasser. tu m'amènes sur un terrain. Un bon trader, ça fait combien de pourcents par an? Un market maker réfléchit pas tant comme ça. Ok. On est plus sur un mode PNL. On est en mode On fait du PNL fin. façon de parler. Bon. Pour le résumer, c'est plutôt de cette manière qu'on va réfléchir. On réfléchit moins dans cette manière un peu de fonds d'investissement où là, c'est vraiment, on va regarder certains chiffres exacts. La collecte, combien on a fait à la fin. La rentabilité, le Sharpe ratio, Ouais. c'est ces choses-là qu'on va regarder. D'accord. Et du coup, comment un retail trader, lui, devrait voir la chose? Il devrait voir la chose en PNL ou il devrait voir la chose en pourcentage? Est-ce que si je me lance dans le trading avec 1000 €, comment je fais pour savoir si j'ai fait une bonne année? Est-ce que j'ai fait 20%? Ouais. Est-ce que j'ai fait 40%? J'aime bien le dire autrement, si je suis nul en trading, est-ce que j'ai meilleur temps d'acheter du S&P et de le laisser tourner pendant une année? La réponse est oui. D'accord. Ça, oui. Si tu veux, le S&P, ce qu'on appelle la gestion passive, ça représente en moyenne ce que tous les fonds d'investissement, acteurs ou autres, fonds d'investissement ou autres, fait en moyenne en termes de rentabilité. La gestion active, c'est justement relativement par rapport à cet indice-là de SP500, tu es capable de faire mieux ou pas. Ouais. Tous les fonds d'investissement, si tu veux, c'est pas tant la rentabilité qu'on regarde, c'est encore une fois, tout est relatif. Le delta. La rentabilité, delta, on peut le voir différemment, mais c'est la rentabilité par rapport à l'indice sous-jacent. Ok. Par exemple, tous les fonds vont prendre, OK, ça c'est le fonds sous-jacent et on va essayer de faire mieux que ça. Et en fait, tous ces fonds d'investissement prennent part d'ailleurs aussi des frais. Ça peut être par exemple de 2% de frais. Donc imaginons que tu as fait 10% sur l'indice. Si tu as fait 12%, ce qui est quand même très bien, en réalité, tu enlèves les 2%, ça te fait 10%. Donc au final, tu n'as rien fait. Tu n'as rien gagné. Donc de cette manière, tu vois bien que en moyenne, c'est beaucoup plus smart de faire de la gestion passive, proprement parlé, que d'investir directement dans des institutions, dans des fonds d'investissement. Maintenant, je sais, depuis 2020, c'est devenu extrêmement intéressant, passionnant ou autre, cette activité de trading. Il faut juste tout simplement regarder les chiffres à proprement parler qui prouvent que historiquement, 90% des traders particuliers perdent de l'argent. Bref, mais ce qui est aussi très marrant et ce que les gens n'ont pas conscience, c'est que quand on fait quelque chose, on devient meilleur. Tu fais du podcast, par exemple. Plus on fait du podcast, plus on devient probablement meilleur. Exact. Quand tu fais du trading, c'est assez marrant parce que ça ne veut pas dire que tu passes plus de temps. Ça ne veut pas forcément dire tu vas apprendre plus, certain, mais tu ne vas pas forcément devenir meilleur. Et si tu regardes en fait les chiffres exacts sur le retail, plus quelqu'un fait du trading, plus la probabilité qu'il perde de l'argent commence à être plus forte. Et tu passes non pas de 90, mais à 99%. Donc une personne sur Dubaï très connue qui partage très souvent son journal de trading. J'ai pris son journal et je l'ai analysé. Je l'ai analysé pour regarder. Et en fait, nous en tant que trader, déjà, ce qu'on va surtout regarder... Qu'est-ce qu'on doit regarder alors? En fait, avant même la rentabilité, le premier truc qu'on va regarder, encore une fois, tout est relatif, c'est ton Sharpe ratio. Exactement. Ça, on m'a toujours dit. Qu'est-ce que ça veut dire, globalement? C'est combien de renta tu as gagné pour quel risque? Ouais. Si tu as fait pas mal de rentabilité, tu as pris énormément de risque, ça ne m'intéresse pas.
C'est ça qu'on va regarder. Et je regarde un peu son Sharpe ratio qui était horrible. On était sur du 0,01, ce qui est horrible de chez horrible. Un bon Sharpe ratio, c'est quoi? 1, 2? Ouais, bon, là, on est sur le Graal. Mais Vous étiez à 2? Particulier pour nous. C'est particulier un petit peu pour détailler un petit peu sur ce point-là. Un fonds d'investissement et en salle des marchés, il y a vraiment une vision un tout petit peu C'est pas la même qui est vision. différente. D'accord. Exactement. Mais sinon, aux alentours de 1, c'est bien. Les fonds d'investissement, très très bien. Les techniques, les stratégies de trading, très très bien. Effectivement, on est sur le 1, mais c'est quand même. Donc, c'est quand même très quelque très chose. bien. Et pour un C'est quand même retail, on quelque devrait chose. être à quoi? À 0,5? À 0,25? Ouais, difficile. Difficile à dire pour un j'ai pas la réponse en fait pour Pas un la retail. réponse, Qu'est-ce ouais. que, Bon, qu'est-ce en tout que cas, toi, tu as vu Au-delà- 0,01, en fait- ça, c'était pas bien. En fait, pour faire simple, au-delà de 0,5. Au-delà de 0,5. Au-delà de 0,5. Pour faire simple. Au-delà de 0,5. Moins de 0,5, c'est pas intéressant. Moins de 0,5, c'est pas intéressant. On prend trop de risques pour gagner d'argent. Exactement. Et donc, non seulement tu prenais son Sharpe ratio qui était nul, et en plus, tu regardais juste sa rentabilité. Sa rentabilité, effectivement, tu voyais 30-40% de rentabilité. Très bien. Mais un effet de levier par derrière, t'enlèves l'effet de levier, tu sais combien la rentabilité il avait? 3%. D'accord. Je veux dire, autant prendre un Du monétaire à 3%. SP500 auquel tu es à 10% de Oui, tu rentabilité. feras mieux. Que tu feras beaucoup mieux. Donc, au final, non, je prends cette personne-là, du trader. En fait, je prends qui apparemment est un des plus renommés sur TikTok, mais si tu regardes, en réalité, c'est 3%. Hein, tout est relatif. Donc, si tu regardes, 3%, autant foutre sur un SP500. Et qu'est-ce aller à qu'on la doit plage. regarder alors pour pouvoir maîtriser et gérer sa performance correctement? On enlève le levier. Quoi d'autre encore? Le nombre Comme de paramètre? positions? Ouais, Comme quoi paramètre? Comme paramètre. Nous, ce qu'on regarde beaucoup dans la banque, c'est ce qu'on appelle la value at risk. Comment tu traduis ça? Si tu veux, ça, on va rentrer. Oui, ouais. Je te propose, vu le temps passe, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Oui, je il y a pense, beaucoup de choses où parler à il Goldman, faudrait tu qu'on commences passe. à rentrer dans le Ou technique, là. peut-être que si tu montes en métropole, peut-être on essaiera de se choper et de faire deuxième. C'est à vous de dire, la communauté. On a quand même pas mal de choses à voir. Il y a quand même quelque chose dont on avait parlé, nous deux ensemble. Tu as déjà été gêné par ce que tu faisais ou par ton activité? Ça t'a déjà dérangé? Ça m'a dérangé à partir du moment où j'ai commencé à faire des recherches sur le cadre éthique lié à mes valeurs lié à mes valeurs de ma religion, que je suis étant donné de confession musulmane. Personnellement. Sinon, non, pas du tout. Et je travaillais en Angleterre, à Londres, la finance est très bien vue là-bas, et au contraire. À quel point ou sur quel point quand tu as commencé à faire tes recherches? Comment dire, quand tu commences à faire des recherches, tu te rends compte que ton métier, le truc qui te prend H24, le truc que tu as fait plein d'études, tu as étudié pendant 10 ans, tu avais des choses ou autre, tu te rends compte que tu es en train de faire un truc qui ne correspond pas à tes valeurs. À tes valeurs à toi ou à tes valeurs de la religion? À tes valeurs, mes valeurs qui sont justement les Pourquoi? valeurs. Parce que c'est lié à l'usure? Ouais, on pourrait t'en parler. Pourquoi? Alors ça, c'est un truc, si tu veux, tu fais un petit truc là, ça va cartonner sur ta... Tu me vois venir. Pourquoi le trading est haram? Tu me vois venir, le trading c'est haram? Le trading, à proprement parler, est haram. Donc ça, je te rassure, tu vas retrouver plein de commentaires. Prends par exemple ce paramètre, c'est impossible de ne pas toucher indirectement de l'intérêt. Impossible indirectement. Ça peut être direct. Tu peux faire des produits comme des obligations, donc c'est la dette d'État. Donc là, c'est vraiment, t'es bien parti pour. Et tu es obligé de te financer. Donc financer, c'est intérêt. Dans les produits auxquels tu vas utiliser, il y a indirectement de l'intérêt quelque part. Donc premier élément, l'usure. Deuxième élément, la spéculation à proprement parler. Alors, ça va faire débat, mais la spéculation à proprement parler sur des périodes court terme, théoriquement, n'est pas possible. OK. Troisième raison, les produits auxquels tu vas travailler ne le sont pas. Tous les produits financiers type CFD, type futur, type options, ce n'est pas en théorie, du moins notre religion en tout cas ne le permet pas, parce que on est en train d'acheter et vendre quelque chose qu'on n'a pas. Et vendre quelque chose qu'on n'a pas, notamment shorter, c'est quelque chose qui est haram. Je pourrais passer un bon 10 minutes pour expliquer tout ça. Assez rapidement, tu me le fais en 5 minutes. Pourquoi ça allait? Je n'y connais rien, mais je sais que j'ai une partie de ma communauté, je sais qu'il y a des personnes qui se posent ces sérieuses questions. Mais pour ces questions, parce que tu touches forcément à l'usure, je te prends par exemple, je vais te prendre pour que les gens comprennent, le CFD, par exemple. Si tu laisses ta position ouverte entre aujourd'hui et demain, tu as ce qu'on appelle un rollover et un swap. Exactement. Au passage, ça, c'est justement lié au repo. On pourra en parler si tu veux. Ça, c'est effectivement lié au repo. Donc là, tu touches directement à de l'intérêt à proprement parler. Quand tu prends du CFD, je prends l'exemple, tu fais du CFD, encore une fois, comme on s'est dit tout à l'heure, tu ne traites pas sur le marché. Tu traites contre le broker. Oui.
tu achètes et tu vends un truc que tu n'as pas. Tu dis, par exemple, je prends un exemple, tu penses que la voiture en face là va faire un accident et c'est un pari entre toi et moi. Est-ce qu'il va faire un accident ou pas? Ouais. Donc, à aucun moment, tu détiens un actif. Donc ça, c'est interdit, de 1. Non, jamais eu honte particulièrement de travailler dans ce milieu. Je viens de La Réunion, c'est pas un milieu ultra commun. Ouais. Ultra commun, donc par an ou autre, ça a été un peu de temps pour l'expliquer. Jamais eu de honte particulière. Okay. Mais c'est vraiment ces questions. Quand tu te rends compte que tu n'es pas en train de faire quelque chose qui te définit pas. Qui te définit pas. Et là, tu dis, écoute, Goldman Sachs, c'est fini, je me casse. Et tu décides de partir. Exactement. Tu décides de partir comme ça. Tu gagnes 70 plus 30. Non, alors, ça a été un certain nombre d'éléments qui se sont mélangés. Oui. Pour être tout transparent avec toi, en fait, tout a déclenché quand j'ai perdu un proche sur l'île, justement. D'accord. Proche sur l'île, j'étais à Londres. Toi, à Londres. J'étais en salle des marchés, quand tu es sur ton desk, tu es vraiment, tout ton corps, ton âme, il est présent là. Tu es concentré, Et faut le dire, tu es quand même dans une bulle. Tu es dans ta bulle. Donc là, je suis dans ma bulle, j'apprends ces petites nouvelles. Je me mets, je marche. Je vais au bord du vide là, et là, je regarde un peu le ciel. C'est là où toutes ces réflexions ont commencé. Toutes ces réflexions. Et en fait, je suis venu en vacances sur l'île là d'où je viens, sur l'île de la Réunion. Et c'est là où en fait ces réflexions ont commencé à émerger, à cogiter. Et c'est au fur et à mesure, je devais repartir, et c'est au fur et à mesure où j'ai pris cette décision. Alors au début, ça a été une décision, je vais repartir dans le secteur financier, mais pas le trading. Il y a plein d'autres choses dans le métier, il y a plein de choses super intéressantes auxquelles tu peux être éloigné justement de ce caractère un peu bizarre. Parce que dans les autres domaines de la finance, on n'a plus ces questions d'usure et d'intérêt. Du moins, par exemple, je sais pas, je prends par exemple un développeur, celui qui va développer un logiciel. Ça peut être un logiciel, ou même un algo, par exemple, tu vois, il n'est pas directement dessus, tu vois. Ouais. Parce qu'il a quand même fait des études où tu peux pas passer d'un secteur à un secteur aussi facilement. Aussi facilement. Donc ça a été un ensemble d'éléments de recherche personnelle qui m'a amené à cette conclusion. Ils ont essayé de te retenir? Non, ça a été assez. En plus, c'est tombé dans une bonne période. Je devais migrer sur une autre équipe. Je devais migrer sur une autre équipe. Toujours à Londres? Toujours à Londres. C'est dans cette période-là, du coup, ça s'est fait globalement assez naturellement. D'accord. Mais effectivement, Goldman n'aime pas perdre des gens. Ils n'aiment pas perdre des gens. D'accord, ils n'aiment pas perdre. Alors, ils n'aiment pas perdre des mauvaises personnes, des bonnes personnes. Enfin, ils aiment tous les ans, petite parenthèse, tous les ans, ils virent à peu près 10% de. C'est ce que j'allais dire. Ça se passe comment ça s'appelle turnover. Comment? Turnover, merci. Ouais, tous les ans, Goldman recrute. Pourquoi? Parce que tous les ans, ils virent les 10% les moins bons, les moins performants. Et donc, ça met de la pression, ça? Bien sûr. Ouais, il y a le stress. Il y a du stress ou pas? Ouais. On a peur de quoi quand on est né chez Goldman et tout? Ou est-ce qu'on se dit, je suis enfin arrivé, ça y est, c'est bon, ou c'est le début des emmerdes? Emmerdes, je dirais pas comme ça, parce que c'est quand même fun, c'est une école de vie de travailler là-bas. C'est juste que quand tu es là-bas, je pourrais te parler de mon expérience là-bas, quand tu es là-bas, tu es entouré avec un quotient intellectuel autour de toi au mètre carré impressionnant. Car t'as que des gens, c'est des killers, mais des machines. Des machines de guerre. T'es senti con au milieu d'eux, des fois? Tout le monde. Alors, je vais te dire un truc, c'est ça qui est beau là-bas, c'est que tout le monde se sent con. Ok. Parce qu'en fait, t'as peut-être un mec chaud à côté de toi, mais là, à 3 pas, t'as un mec encore plus chaud. Des anecdotes que je raconte, tu vois, j'avais un de mes mentors, un de mes collègues, tu vois, en fait, c'est des killers, pas juste dans leur travail, mais aussi dans le quotidien. Par exemple, t'as un mec, il est ultra connu, il a MD, c'est vraiment un des postes bien placés. C'est un influenceur sur Insta qui a je ne sais combien de fitness, je ne sais combien d'abonnés. T'as un de mes mentors qui était champion de médaille d'or des Jeux Olympiques de 2016 et qui en même temps était un killer chez Goldman. T'as un de mes mentors qui était vétéran dans l'armée britannique et qui en même temps travaillait à Goldman. Machine de guerre. T'as que des machines de guerre. Et en fait, ça peut être marrant. Je pense qu'on peut avoir ce cliché qu'il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego dans les banques françaises. Banque française, il y a beaucoup d'ego, je trouve. Là-bas, les gens. Dans la France en général, en fait. Tout court. C'était gratuit. Ouais, c'est un peu culturel. C'est un peu culturel, côté un peu élitiste. Là-bas, c'est quand même. T'es quand même entouré de gens extrêmement brillants. Ça te rend à la fois humble et à la fois ça te donne un côté. Putain, je vais me donner. Je vais y aller, quoi. J'ai pas envie d'être le plus. J'ai pas envie d'être con, quoi. Ouais. Quand t'es entouré que de A-players autour de toi, t'as juste envie de pas être un B-player. Ça te manque aujourd'hui? T'es sur le pays, ouais, donc sûr. est-ce que ça te manque?
Parce que ici, quand même, on va dire que c'est pas... Hein, pour avoir été là depuis presque une semaine, c'est pas connu pour être très rapide. Si tu veux te détendre... T'as des stéréotypes, toi. T'as des clichés. Bah, on va dire que j'en avais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas très rapide. Enfin, je fais le parallèle surtout. Hein. Ouais. Quand tu sors du dynamisme londonien, on est bien d'accord, tu vas comprendre là où je veux en venir. La métropole, c'est pas les Antilles, c'est pas la même chose. Hein, je parle plus de ça. Toi qui as été A-player, comme tu dis, Soggen, Basalt, t'étais à la City, du coup. Ouais. Tu rentres. Ouais. Et des Wally, il y en a combien? Ouais, non, je sais pas. Non, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, dans ce sens-là, est-ce que ça te manque et puis, comment tu te développes maintenant en termes de business? Ouais, ouais. Je passe ce terme. On est tous personnes. On est tous personnes. La mission est beaucoup plus intéressante aujourd'hui. La mission est beaucoup plus intéressante. C'est apporter des choses, que ce soit dans ma communauté. C'est un retour au pays que tu fais? Oui, c'est à la fois un retour en pays, un retour en valeur. Absolument au contraire, je suis très content d'avoir quitté ce milieu. Bien sûr qu'il y a toujours un petit côté nostalgique de comment c'était, le fait de travailler avec des gens extrêmement bruyants, naturellement. Est-ce que ça me manque? Un petit côté nostalgique, on va dire. L'argent, les finances, du coup, c'est différent ou on arrive à vivre avec de l'eau fraîche? En fait, comment dire? J'ai pas grandi dans un univers où j'ai beaucoup d'argent quand j'étais jeune ou autre. Manquait de rien, pas de souci. Mais c'est justement ces expériences, ça te met vraiment la puce sur qu'est-ce que c'est vraiment l'argent, qu'est-ce que c'est vraiment la richesse. Et c'est toute mon histoire. Toute mon histoire. Aujourd'hui, je trouve beaucoup plus de richesse. Il faut que tu gagnes de l'argent. Faut que tu gagnes, alors pas forcément beaucoup d'argent, mais il faut que tu gagnes de l'argent pour comprendre la valeur de l'argent. Et je pense que tu parles avec toutes personnes qui ont alors, avec un peu de jugeote, hein. Tu parles avec toutes personnes qui ont pris un peu de maturité, ils te diront tous que bon, globalement, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent pour payer tes courses sans compter, pour aller au restaurant sans compter. Tu as besoin d'argent pour voyager. Mais tout le reste, c'est que du plus, c'est que du bonus qui va pas t'apporter plus. Il y a des études justement qui prouvent ça. Une étude très sérieuse qui a été faite aux États-Unis, ça remonte un petit peu. Mais que en gros, tu atteins quasiment le seuil maximal du bonheur quand tu gagnes, alors c'est aux États-Unis qu'il faut, c'était à l'époque en plus, à peu près $70,000 exactement annuels. Tout le reste, façon de parler, ton bonheur il est un peu mieux, mais il est un petit peu mieux. Donc petite parenthèse, c'est ce notion-là, peut-être étant jeune, dans cette démarche, je veux gagner beaucoup d'argent. Parce que t'as quel âge? Tu l'as pas dit au début du podcast. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans maintenant, ouais. Donc quand tu démarres dans la vie, oui, mais après, on lève le pied. Quand tu es jeune, tu es influençable, tu vois tout ce qui se passe façon de parler sur les réseaux. À l'époque, c'était un peu moins présent. Tu rêves de beaucoup de choses et puis tu grandis, puis tu apprends et tu découvres un peu les valeurs. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, pour te répondre, en fait, ce qui m'importe le plus, c'est la mission que j'ai aujourd'hui, à la fois d'accompagner les Réunionnais à investir et à la fois de montrer à toute la communauté francophone de musulmans qu'on peut investir en respectant ses règles, sa religion et viser la rentabilité. En fait, toute mon histoire, c'est aujourd'hui, je suis vraiment retourné là d'où je viens avec un objectif, apporter toutes mes connaissances vers des plus bonnes choses, vers des meilleures choses, pardon. Et pour moi, un des premiers rôles, ça a été déjà, juste de sensibiliser sur les Réunionnais, de tout simplement comment investir tout simplement son argent. Avec des choses globalement plutôt simples, mais vraiment sensibiliser, leur expliquer toute la connaissance ou autre, rendre ça accessible. Et aussi toute mon histoire, conformément un tout petit peu à ce que je te racontais tout à l'heure. Aujourd'hui, je veux montrer aussi à la fois à la jeunesse un peu musulmane qu'il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres alternatives que travailler en salle des marchés, être trader ou autre, etc. Et aussi montrer qu'on peut investir en tant que musulman tout en respectant ses valeurs, tout en respectant tout le cadre éthique et tout en visant de la rentabilité. Je veux prouver qu'on peut investir en tant que musulman. C'est possible. Est-ce qu'il y a des boîtes qui sont interdites d'acheter ou on peut tout acheter? Ouais, alors si on parle d'investissement, naturellement, il y a, en tant que personne de confiance musulmane, il y a certains types d'entreprises qu'on va éviter. Hein. Je pense des entreprises qui produisent par exemple il faut le dire, hein, de la viande que vous ne consommez pas. Ouais, ou qui produisent tout simplement de l'alcool. Et il y a des fois, c'est un peu plus complexe. Tu prends LVMH. LVMH, c'est une grosse structure, mais à l'intérieur, partout. le challenge, je dirais,
pour investir en tant que musulman, c'est à la fois, tu dois faire attention dans ce que tu investis et à la fois la manière de le faire. Tu peux pas, je reviens un peu sur les codes tout à l'heure, sur les dires de tout à l'heure, tu ne peux pas spéculer à proprement parler. Tu peux pas prendre des spéculer à proprement parler. Donc, il y a à la fois dans ce que tu vas investir et à la fois dans la manière de le faire, il y a du challenge. Et justement, ce que j'aimerais passer comme message, il y a beaucoup de Marocains, par exemple, extrêmement brillants, 2 personnes de confession musulmane, beaucoup d'ingénieurs. Hein. La France est réputée pour avoir de très bons ingénieurs. Justement, il manque un peu de cette ingéniosité dans ce qu'on appelle la finance islamique. Il manque justement de profils comme ça dans cet univers-là. Il y a tout un marché pour la finance islamique. Oui, il y a un marché. Il y a tout un marché, mais il y a aussi un besoin d'acteurs. C'est les deux. Il y a à la fois il y a un besoin d'acteurs et indirectement, le besoin d'acteurs crée aussi la demande par derrière. Ok, non, mais c'est bien, c'est intéressant. En besoin d'acteurs, on a toi, du coup, maintenant, puisqu'en tout cas, on te connaît sur le pays, mais là aussi, on va te découvrir par rapport à la communauté. Tu as des enfants ? Non. Pas encore. Bon, en tout cas, je t'en souhaite d'en avoir. Mais est-ce que tu conseillerais ça à ton petit frère, à ton petit neveu ou à tes enfants de se mettre dans cet univers-là du trading et de la finance ? Conformément à mes valeurs éthiques et religieuses, quelqu'un est intéressé, passionné par la finance, encore une fois, je dirais, viens développer des nouvelles choses dans la finance islamique parce qu'il y a besoin d'ingéniosité, il y a besoin d'ingénieurs. Maintenant, il faut bien comprendre aussi un truc, c'est que dans 10 ans, il n'y aura plus de traders en salle des marchés. Alors, revenons sur ça. Tu l'avais dit tout à l'heure. Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est assez confiant. Alors déjà, si tu prends entre 2010 et 2020, il y a plein de traders qui sont retrouvés sur la façon de parler, sur la rue, façon de parler. Mais on a viré les traders. Ouais. Qu'on n'a pas remplacé. Parce que les algos font mieux le travail et coûtent moins cher. Coûtent moins cher. À l'époque, tu avais peut-être... ça coûte simplement moins cher. Parce qu'au lieu de prendre 10 traders, tu prends ce qu'on appelle... on peut remplacer par 10 équipes de quant traders qui développent des algos et ça va coûter beaucoup moins cher que 10 traders, tout simplement. Et il y a surtout des desks comme le Forex où c'était globalement facilement automatisable cette histoire. Et donc, c'était beaucoup plus rentable, entre guillemets, pour les banquiers. Qu'est-ce qui est automatisable dans le Forex ? Quand tu dis facilement automatisable. Cette activité, je dirais un peu de market maker. Ok, ça apporte de la liquidité, comme on a vu au début. Toutes les banques, globalement, aujourd'hui, maintenant, ont créé leur interface où tu cliques, tu t'achètes ou autre, etc., façon de parler. Et par derrière, tu as des algos, entre guillemets, qui se hedge automatiquement et autres. Ce qui était plus compliqué via des algos, de pouvoir se hedger, de pouvoir automatiser, je dirais, c'était notamment quand tu prends des positions un peu plus compliquées comme les futurs ou comme les options, excuse-moi, ou comme les options un peu exotiques. Ça, c'est un peu le DEX. Les plus matheux, en général, vont là-bas. C'est globalement plus technique de le faire. Mais aujourd'hui, avec l'innovation, parce que tu prends l'IA. L'IA, c'est un mec qui a une capacité de réfléchir 1000, 10 000 fois plus rapide que toi, qui a beaucoup plus d'informations que toi. C'est juste mécanique. Je vois pas comment... Il va exécuter plus vite, en fait. Exactement. Il va être beaucoup plus smart, beaucoup plus filou. Beaucoup plus smart, beaucoup plus filou. Je vois pas comment, sur les 10 prochaines années, 10 prochaines années, assez confiant que la salle des marchés, au fur et à mesure, ça va ressembler à des databases. Database, voilà. Comme chez Facebook, et puis voilà. Non, mais je te donne un exemple. Euronext, par exemple, ouais. Qui est à la Défense. C'était assez marrant quand on a visité. Tu rentres, et c'est que des salles. Alors, qu'est-ce que c'est l'Euronext ? C'est vraiment la bourse, c'est là où tout se rassemble, tout simplement, toutes les positions, etc. Bref, des étages et des étages, c'est des serveurs sur serveurs sur serveurs sur serveurs. Tu vois, la salle des marchés très connue à Wall Street. Elle est vide. Elle est vide. Tout ça, c'est juste, aujourd'hui, c'est un musée, globalement. Ouais, exact. Globalement. Tout ça, à l'époque, c'était là, les gens, il y a telle personne qui a fait ça, etc. Ça, ouais. À l'époque, je dirais. Aujourd'hui, c'est des serveurs. Ça fait un peu peur quand tu rentres. C'est un peu, on dirait une espèce d'épisode de Black Mirror. Des serveurs, et tu as juste une équipe comme ça, comme un peu une centrale nucléaire. Tu as une petite équipe comme ça qui gère un peu que tout se passe bien. La maintenance, quoi. Exactement. C'est ce qui, je pense, va se passer dans la très grande partie des salles de marché. C'est pour ça que je te disais que coder est le minimum maintenant pour rentrer un peu de pouvoir un petit peu travailler. Donc le futur, c'est faire des algorithmes, c'est plus de vouloir être trader, c'est quoi ? C'est d'être algorithmien. Je ne connais pas le c'est même pas le futur, c'est le présent. C'est le présent déjà. C'est le présent, ouais. D'accord. Donc là, il faut oublier cette idée de vouloir faire du PNL pur et dur et d'aller s'orienter vers ce genre de code et tout ça. C'est ces personnes qui ont grandi dans les années 90 à peu près, à partir de 80 et 90.
ils ont vu toute cette époque des années 90 à 2000 où la finance, c'était de la folie. À partir de 2010-2012, l'émergence des bots, des automatisations, des algorithmes ou autres, la salle est en train de se réduire au fur et à mesure. Et dans 10 ans, je suis assez persuadé qu'il restera plus grand trader en salle des marchés. Ok, on approche gentiment sur la fin du podcast. Quand même, c'est quoi pour toi le plus gros mensonge? Parce que tu n'es plus dans cet univers-là. Tu as parlé des réseaux sociaux là il y a quelques minutes. C'est quoi pour toi le plus gros mensonge? Toi qui viens de l'univers de la finance pure et dure, tu as été un PNL maker, tu as frappé le marché, comme j'aime bien le dire. C'est quoi le plus gros mensonge qu'on raconte dans les formations de trading et sur les vidéos YouTube? Ouais. Elle n'est pas facile, il y en a beaucoup trop. Tu peux en faire ton top 3, ton top 4. La première et la plus importante que les gens doivent comprendre, vraiment comprendre ça, c'est que en réalité, on ne vit pas du trading. Même les traders institutionnels qui ont arrêté le trading, comme Xavier Delmas de Zone Bourse, qui est un ancien trader de chez BNP, ne vivent pas à proprement parler du trading à proprement parler. Quand tu travailles en salle des marchés, tu as accès à un certain nombre d'informations, tu as accès à un certain nombre d'équipes ou autres qui sont là justement pour être avec toi, pour prendre des positions. Pas le seul, entre guillemets, bon, c'est toi qui prends le risque. Donc en fait, le mensonge numéro 1 à bien comprendre, c'est qu'en réalité, personne ne vit réellement du trading. Il faut bien comprendre ça. Et que et encore plus, la probabilité qu'une personne suive une formation et puisse devenir rentable, on n'en parle même pas, mais il faut juste comprendre, on ne va pas vivre du trading. Il faut le voir comme une passion. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement challengeant. On en apprend tous les jours sur l'économie et autres, sur une passion entre guillemets, mais on ne vit pas à proprement parler sur le trading. Donc c'est vraiment le premier des mensonges. Essayez de réfléchir. Deuxième des mensonges, je dirais le plus gros mensonge en tout cas que je peux avoir, c'est ça. Et le deuxième mensonge aussi, c'est qu'il faut bien comprendre aussi que, selon moi, toute formation de trading à proprement parler n'est que de l'introduction ou de l'initiation. Pourquoi ? Parce qu'un trader du Forex n'a rien à voir avec un trader de matières premières. En salle des marchés, tu ne vois jamais un trader de pétrole qui, du jour au lendemain, décide... Hop, s'il n'a rien à faire, vas-y, je fais du gaz. Il va faire du trading de devise. Parce que chaque marché a des particularités. Je t'ai parlé de prix du pétrole. Il n'y en a pas un de prix du pétrole. Il y en a 1000. Il y en a plein de types de pétrole, du Koweït, d'Abu Dhabi. Il y a plein de différents types, plein de particularités. Et ce qui est à la fois beau, c'est que plus tu te renseignes dans un secteur, plus tu te rends compte de la complexité, plus ça te rend humble au passage face à tout cet univers-là. Donc, la deuxième plus gros mensonge, c'est que ça ne sert à rien de faire une formation en trading, ça ne sera que de l'initiation et de l'introduction. Donc ça, je dirais, deux plus gros mensonges de tête. Ouais. Et du coup, comment on fait pour être un retail trader qui fait du PNL sur les marchés? C'est pas possible. Alors, la probabilité déjà d'en vivre, il faut bien vraiment se dire qu'elle est de 0,00001% à peu près. D'accord. Un retail trader joue contre, façon de parler, joue contre des institutionnels indirectement, joue contre des fonds d'investissement qui ont pas des millions mais des milliards d'euros d'investissement. Il n'y a genre aucune chance. Premier élément. Deuxième élément, il faut bien se dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Genre la grande majorité des fonds ne sont pas capables de faire mieux que le SP500. Je veux dire, la grande majorité des fonds ne sont pas capables de faire mieux que le de mémoire, c'est 80 ou 90%. D'accord. Alors pourquoi il y a autant de fonds? Tout le monde essaye de grappiller, de chercher le pourcentage en plus. Tu sais que c'est une très bonne question, parce qu'en fait, je me t'ai posé la question, moi, quand je suis rentré... Même toi, tu t'es posé cette question. Je me t'ai posé la question, mais je me dis, mais attends, mais il y a des fonds, il y a des fois, je te raconte une anecdote, je suis en conférence, il y a un fonds d'investissement qui est là, et qui parle de sa rentabilité moyenne, et il parle de 4%. Tout le monde est en cravate, tout ça, etc. Il parle de ça. Je suis un jeune. Et pourquoi ils font ça, en fait? Et je lève ma main et j'ai dit, mais attends, 4% de rentabilité. Je lève la main et je l'ai dit avec une certaine politesse, 4% de rentabilité, bon, bah, comparativement à ce qu'on voit sur SP500, mais à quoi ça sert? Et tout le monde a rigolé un petit peu parce que, franchement, c'était un peu... C'était le petit jeune, quoi, c'est ça? Et le petit jeune, voilà. Le petit stagiaire, toi, tu peux arriver pour un stage chez nous, c'était une façon de parler. Et en fait, c'était une bonne question parce que on parle d'un fonds, un fonds quantitatif, encore une fois, un fonds algorithmique. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ces 4%, tous les ans, ils sont sûrs de l'avoir.
façon de parler. Ils ont Ok. un excellent Sharpe ratio et globalement, ils sont sûrs de l'avoir façon de parler. Et donc, quand ils montrent ça à des mecs, alors pas des retailers, mais plutôt des gens qui ont beaucoup d'argent, comme des Qatariens ou autres, ce qu'ils voient, c'est qu'ils sont capables de faire 4% tous les ans avec un seuil de réussite très forte. Résume, je peux emprunter je ne sais combien d'argent, mettre en collatéral pétrole ou autre, etc. que j'ai, et le foutre dedans. Et finalement, je fais un effet de levier de x10 par exemple, et je fais 40% de rentabilité. Ok. Donc il y a une de ces raisons. La deuxième des raisons, franchement, et c'est réel, c'est juste une histoire de confiance humaine. C'est juste qu'au lieu que je laisse mon argent sur SP500, je préfère te donner, toi, de l'argent. Un fonds d'investissement, c'est ça. C'est vraiment des gens, costume cravate, qui tous les ans expliquent que on a fait un peu moins bien que le SP500, ou on a fait un peu plus que le SP500, mais si on lève les frais de gestion, ça revient à peu près à la même chose. On a pris telle et telle position, mais en moyenne, la personne n'a pas fait mieux que le SP500. Et je te jure que c'est vraiment ça. J'ai vraiment eu du mal à comprendre, mais il y a un tas soit de la politique, ou soit de l'humain, de la confiance de la personne en a, tout simplement sur le fonds d'investissement, alors que les chiffres prouvent par eux-mêmes que tu as juste mécaniquement beaucoup plus de chances de faire de la gestion passive, d'avoir de la rentabilité que de passer par tierce. Pour te répondre, en fait, il y a ce côté un peu effet de levier et tu as ce côté humain, politique, chose tierce. Mais vraiment, c'est marrant, mais c'est ça. Mais j'aimerais quand même finir par te poser cette question. Pourquoi vous êtes aussi dur à trouver et à venir, en tout cas, communiquer? Tu as eu du mal? Ils te répondent pas? Alors, toi, tu as répondu, mais la plupart du temps, ce sont des profils qui sont cachés. Ouais. Toi, je t'ai trouvé parce que tu es exposé. Ouais. Je t'ai trouvé parce qu'on a une personne en commun qui nous a mis en relation. Mais je veux dire, pourquoi vous êtes aussi rare? Ouais, En tout cas, pourquoi vous êtes aussi rare dans l'espace médiatique? Parce qu'il n'y a pas... Comment dire Vous vous cachez? Vous êtes bloqué par des clauses de confidentialité? Alors, oui, déjà. Sache qu'on est extrêmement bien régulé. Sache qu'on ne peut pas prendre des positions à côté comme ça, comme si on a envie d'acheter, je sais pas quoi. Même aujourd'hui? Non, après ça. Par contre, sur certains fonds d'investissement, encore une fois, à Golemik, pendant 6 mois, tu ne peux pas travailler dans une autre institution. Ouais, c'est une MDM, mais c'est des trucs classiques dans le monde du travail. Ça. Ouais, c'est des trucs comme ça de confidentiel ou autre. Après, non, tu es quand même protégé. Il y a quand même certains trucs que tu as signés pour qui te protègent. Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a un truc vraiment culturel. Il y a vraiment un truc culturel que les traders professionnels ils vont pas s'afficher, tu vois. Et puis, s'il y a un mec qui le fait, franchement, il va recevoir, on appelle ça en créole du moucatage. Globalement, on va se moquer de lui. On va se moquer de lui, mais bien fort. Dans votre univers à vous, là, dans votre monde à vous, ok. On va se moquer bien fort. Ce sera l'anecdote un petit peu du jour. Ça va faire bien marrer. Il y a un côté un peu culturel. Il y a un côté qu'il n'y a pas de raison particulière. Il y a un côté qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ouais, globalement, après, il y a des histoires effectivement de confidentialité et autres. Tu vas avoir plutôt des personnes peut-être qui vont présenter leur parcours dans leur école, des choses comme ça. Des petites choses comme ça. Donc, il y a quand même à la fois un côté culturel et à la fois un côté, il n'y a pas d'intérêt pour eux. D'accord. Pour faire simple. Okay. Donc, c'est vrai quand on dit un vrai trader qui est rentable sur les marchés, qui travaille en banque et tout ça, profil compte, il n'a rien à faire de parler à la populace. C'est des commentaires que j'ai déjà revus sur la chaîne YouTube, de parler à la populace ou des gens qui ne savent pas faire 2 + 2 = 4, qui ne comprennent pas le fonctionnement d'un turbo ou d'un futur ou d'un CFD. C'est vrai ça? Alors, il faudrait aussi poser directement la question, mais ce que je peux te répondre, moi, étant trader, c'est juste qu'il y a un côté culturel. Vraiment, quelqu'un fait ça, tout le monde va se marrer de lui. Il n'y a pas forcément, je pense pas, il n'y a pas une notion de il faut cacher tout, on ne peut pas parler de ça. Il n'y a pas cette notion. Il y a vraiment un côté un peu culturel de pas le faire, côté confidentiel. Et je pense que pour certains, ils sont assez occupés. Ils ont juste pas forcément un tout petit peu le temps. Mais en tout cas, non. Enfin, je veux dire, tout le monde est prêt à partager son parcours ou autre, etc. Faut-il les trouver? Ouais, franchement, il y a un côté un peu culturel. Tu vas avoir du mal, culturellement, tu vas avoir vraiment, connaissant un peu le monde un petit peu, tu vas vraiment avoir du mal à avoir du monde, mis à part dans un cadre où c'est pour présenter un métier pour une école de type comme ça. Ok, super. Wally, merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Vous voyez Money Talk, on continue, le chemin, il avance. Aujourd'hui, on a un vrai de Goldman Sachs. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui ont permis que ce podcast soit possible. Je ne vous cite pas, mais je sais que vous vous sentirez concernés en regardant cela. Wally, tu reviens quand tu veux, si tu es de passage en métropole, parce que reprendre l'avion quand même à chaque fois, là, les 10-11 heures,
c'est un peu technique. C'est plutôt toi, reviens quand tu veux. Ah, moi, je reviens. Si je suis le bienvenu sur l'île. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce podcast. N'oubliez pas de mettre un maximum de commentaires, de liker. On s'abonne. Sur la gauche, ici, vous verrez les autres vidéos qu'on a déjà réalisées de par le passé. Parce que je le dis tout le temps et c'est la chose la plus importante. Un bon entrepreneur apprend toujours. Je t'en mets 3 à l'usine, 3 points Steph Curry.